à ceux qui sont présents avec nous dans la salle et bonjour à vous tous et toutes qui êtes en ligne. Nous sommes très très heureux au campus du groupe AFD de lancer ce nouveau format, Ma dose d'Osium, avec Jean-Miguel Pire. Pourquoi ce format et pourquoi cette nouvelle proposition autour de ce concept d'Osium? Parce que d'abord, nous sommes convaincus au campus que se former aujourd'hui, c'est avant tout réfléchir, penser ensemble avec nos partenaires, avec ceux qui aujourd'hui sont là pour nourrir la réflexion sur les grands enjeux du monde. C'est important de faire notre métier de développeur et c'est fondamental de le faire avec cette dose de réflexivité qui nous permet de prendre la mesure de la révolution qu'on est en train de vivre, de ce moment inédit dans lequel nous sommes plongés et dans lequel nous sommes perdus si nous n'avons pas de boussole, d'espace de réflexion en commun. Et donc cette dose d'Osium, elle arrive à un moment où justement on a tellement besoin de se poser, de réfléchir ensemble à tout ça. C'est un format très important aussi parce que c'est un format qui met l'accent sur l'importance des mots. Avoir un mot qui nous dit la prééminence de ce temps de penser ensemble, c'est fondamental et on voit comment il manque peut-être des mots pour arriver à prendre la mesure des enjeux d'aujourd'hui. Et puis enfin, c'est un format qui est très important parce qu'il permet de mettre en débat, de réfléchir avec ceux qui, au Sud, peut-être sont plus forts que nous sur l'Osium. Et donc mettre ce concept en débat aussi par rapport à ceux qui le vivent de manière peut-être plus naturelle et écouter leurs réactions et réfléchir ensemble à tout ça, c'est fondamental. Donc, pour ces trois raisons, nous sommes vraiment très, très heureux de lancer ce nouveau format. Et je vais bien sûr donner la parole à Jean-Miguel, mais avant, je remercie toute l'équipe du campus qui travaille sur ce sujet avec moi et évidemment Domiti qui est là, Elodie, Valérie, Pachou à Marseille, tous ceux qui ont permis de faire avancer ce format et de le lancer aujourd'hui. Et merci à Jean-Miguel d'être avec nous. Jean-Miguel, il est historien, il est sociologue et il travaille, il enseigne aussi et il va nous parler de tout ça plus en détail. En deux mots, il a porté ce concept et c'est, je crois, Jean-Paul Capitani qui a été un des premiers à sauter, à comprendre l'importance de ce concept et Françoise qui est là aujourd'hui, je pense que c'est important de rendre hommage à cette perspicacité qui caractérisait Jean-Paul. Et donc, Jean-Miguel a porté ce concept avec cette préoccupation qu'il a de réfléchir aux conditions qui permettent à chacun d'entre nous de devenir protagoniste de sa vie, des conditions qui permettent de s'émanciper et de devenir acteur des démocraties qu'on souhaite tous, et surtout dans ce moment aujourd'hui où la démocratie est si mal en point et questionnée, de voir comment les conditions doivent être mieux rassemblées, mieux renforcées pour contribuer à sauver ce qu'il y a à sauver. Donc peut-être que la manière dont on va organiser la discussion, c'est peut-être donner un espace à Jean-Miguel pour qu'il présente son concept pendant une vingtaine, peut-être 20-30 minutes. Ensuite, peut-être qu'on posera quelques questions pour préciser ou mettre en valeur à la fois des idées et puis des compréhensions qui nous semblent vraiment importantes autour de ce concept. Et puis évidemment, la parole sera à vous ici ou en ligne. Posez vos questions pour essayer de bien comprendre, bien déplier
cette notion autour de laquelle on va travailler pendant au moins 6 mois et puis probablement qu'on reprendra ensuite en septembre avec tous les mois un rendez-vous de 2 heures et avec un invité du Nord ou du Sud qui viendra alimenter la réflexion sur l'importance de ce concept. Donc merci à tous d'être là et puis on va laisser la parole à Jean-Miguel pendant une vingtaine ou une trentaine de minutes. Je crois qu'il veut 30. Ça dépend de votre patience. Vous manifestez protestez si vous jugez que je déborde un peu. D'abord, merci. Merci infiniment, Sarah. Merci à l'AFD, aux équipes extraordinaires. Merci à cet accueil qui me touche beaucoup et qui effectivement prend sens dans un moment où je pense la question de la réflexion, de la pensée, de l'intelligence dans notre société est un peu mal en point et on comprend qu'effectivement ce n'est pas une donnée facultative de la démocratie, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Alors le SIOM, c'est un mot très mystérieux et c'est ça qui est intéressant. On sait bien que les mystères suscitent notre curiosité et c'est un terme, un concept sur lequel je travaille depuis longtemps et qui a connu une première visibilité grâce à la confiance que m'a faite effectivement Jean-Paul Capitani et Françoise Nyssen qui m'a fait l'amitié d'être ici ce soir et je tenais à leur rendre hommage parce qu'effectivement le premier ouvrage que j'ai pu écrire sur le concept, c'était publié chez Actes Sud dans des très belles conditions. Il s'appelle Otium, Art, Démocratie, Éducation. Et je pense que là, j'ai pu déjà poser les premières bases. Mais c'était un ouvrage assez dense, assez académique et qui effectivement a trouvé son public, mais n'avait pas la forme nécessaire, susceptible de le faire passer au stade du débat public. Je pense qu'il fallait qu'on passe par là. Et le livre que j'ai publié en 2024, donc en janvier dernier, il y a un an, est une sorte d'essai, une sorte de manifeste pour montrer que effectivement ce fameux concept, eh bien, il a une utilité pour aujourd'hui. Alors je l'ai appelé avec un clin d'œil l'osium du peuple, pour faire le jeu de mots avec l'opium du peuple évidemment, et puis pour répondre à cette idée que chez les gens qui connaissaient cet osium, il y avait cette espèce de préjugé aristocratique entre guillemets en disant bah oui l'osium c'est accessible pour les gens qui peuvent se le permettre. Donc voilà, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour le peuple. Et bien je voulais répondre d'emblée dans le titre. Eh bien oui, l'osium c'est pour tout le monde. Alors l'osium j'ai déjà dit une dizaine de fois et je vous ai pas encore dit de quoi il s'agit. En fait, l'osium c'est très concrètement l'utilisation intelligente du temps libre. C'est-à-dire ce sont des activités que l'on mène dans le temps libre, donc le loisir de façon très générale, mais qui sont caractérisées par l'intelligence. Alors l'intelligence vraiment au sens très large du terme. C'est-à-dire, ça peut être l'intelligence cartésienne, mais c'est aussi l'intelligence sensible, c'est l'intelligence du cœur. C'est au fond tous les attitudes, les activités, les démarches qui nous permettent d'avoir un rapport au réel plus compréhensif, plus profond, plus subtil, plus complexe. Ce qui nous permet au fond de développer notre discernement et puis aussi, de façon presque plus importante, aussi notre éthique. Donc au fond, vous voyez, c'est pas une petite chose, ce loisir intelligent. Ma démarche, elle repose sur une hypothèse et un constat. L'hypothèse, c'est que le temps libre est un moment privilégié pour développer et pour nourrir notre intelligence. Voilà, ça c'est vraiment une hypothèse que je forme et c'est la base finalement de la réflexion sur l'osium. Et c'est un peu contre-intuitif puisqu'on a plutôt la tendance d'assimiler le temps libre dans notre société au divertissement, au repos, et rarement à cette démarche intelligente entre guillemets où on va justement essayer de muscler son discernement, muscler sa réflexion, muscler son éthique. Et le constat, donc ça c'est l'hypothèse, le constat, c'est que effectivement le loisir a souvent été associé au repos et au divertissement, mais cette tendance est vraiment accrue au cours des 30, 20 dernières années, avec les médias, la publicité, les représentations en général. Le temps libre est vraiment associé seulement à la détente, seulement au délassement, seulement à la distraction. On voit bien, c'est un point que j'aborde dans le livre,
avec l'emprise, le poids mental du travail, la dégradation, il faut bien le dire, des conditions de travail, et finalement, le loisir, le temps de repos, il est un temps de délassement, de déstressement, et finalement, cette part qu'on pouvait imaginer consacrée au loisir intelligent devient véritablement un combat qu'il faut mener si on veut vraiment le faire. Le point qui a encore aggravé cette évolution, ce sont les réseaux sociaux. C'est qu'effectivement, la plupart du temps, quand on a du temps libre, qu'on n'a pas vraiment prévu, qu'on a une heure à tuer, entre guillemets, bah évidemment, on sort tous notre portable et on scrolle pour passer le temps. Et en fait, ce temps qui est un temps d'attention qui pourrait être très précieux, finalement, il est entièrement absorbé, utilisé, siphonné par des entreprises qui ont parfaitement compris comment s'y prendre et qui ont transformé ce temps libre en une source de profit inimaginable dans l'histoire du monde, on peut le dire, puisque là, ces entreprises ne produisent rien, produisent un contact électrique, mais elles retirent un profit inimaginable de ce qui est ce temps de cerveau disponible qui nous serait si précieux. Alors, à la lumière de cette hypothèse et sur la base de ce constat, j'ai essayé de comprendre les conséquences finalement de cette évolution sur notre capacité à saisir une réalité qui, elle, continue son bonhomme de chemin et est de plus en plus complexe. Donc finalement, nous avons de moins en moins de temps de cerveau disponible, on a de moins en moins de possibilités de saisir de la complexité, et en même temps, on a une autre courbe qui est inversée, qui, elle, nous place devant un monde toujours plus complexe, toujours plus multifactoriel, où il est pratiquement impossible de déterminer une voie parce que il y a tellement d'éléments qui rentrent en ligne de cause que nous ne savons plus hiérarchiser, nous ne savons plus finalement avoir cette vision intelligente qui d'abord signifie la possibilité de choisir et de hiérarchiser. Intelligere, c'est la capacité de choisir dans un ensemble et d'identifier ce qui compte et ce qui ne compte pas. C'est ça la base de l'intelligence. Alors, pour nourrir cette réflexion, et c'est peut-être là que j'apporte quelque chose d'un peu singulier dans une réflexion qui finalement est assez banale. Je veux dire, tout le monde parle de ça, c'est finalement la grande angoisse d'aujourd'hui, mais on ne sait pas vraiment par quel bout la prendre. Et mon idée a été finalement essayer d'inscrire cette réflexion dans le temps très très long de l'histoire de la culture, de l'histoire de l'intelligence, de l'histoire de la connaissance, et d'essayer de saisir un concept qui pouvait peut-être faire le lien et nous permettre d'avoir ce recul nécessaire. Et alors pour des tas de raisons, j'ai eu l'occasion de rencontrer ce concept antique, qui est donc l'osium, O-T-I-U-M, qui définit très précisément, dans l'Antiquité, le loisir intelligent. C'est-à-dire, il n'y a aucun doute, l'identification de ce concept est parfaitement établie et stabilisée, non seulement dans la sphère latine, puisque osium est un mot latin qui définit le loisir intelligent en latin, mais aussi dans la sphère grecque. Et c'est là d'ailleurs que ça se complique un peu, c'est qu'au fond, les latins ne sont pas les inventeurs de ce loisir intelligent, ils ne font que recycler une notion grecque que vous connaissez à travers un mot qui est le mot école, c'est la scolée. La scolée est la première expression du loisir intelligent dans l'histoire de la pensée humaine, au fond, et qui est vraiment reliée à cette idée que ce temps libre est utilisé pour développer l'intelligence, le discernement, l'éthique. Les Grecs sont absolument sans ambiguïté sur le sujet, d'autant plus qu'au fond, et là vous allez encore comprendre beaucoup mieux, c'est qu'au fond, la scolée, le loisir intelligent, c'est tout simplement le nom du temps qu'il faut pour se livrer à la philosophie. En fait, c'est simplement le temps de tranquillité, de distance par rapport aux urgences, par rapport aux nécessités de la vie, où on peut se poser et on peut développer cet amour de la sagesse, qui est simplement le travail qu'un esprit humain peut faire pour sortir des dogmes, sortir des préjugés, sortir de la pensée toute faite, pour simplement observer le réel, faire ce travail de contribuer à faire éveiller, à faire advenir ce qu'est la vérité et à ce qu'est aussi l'éthique. Et les Grecs sont les premiers finalement à identifier que cette activité de la pensée orientée vers la vérité, vers la quête de sagesse, vers la quête d'éthique, est l'activité la plus importante
qu'un être humain puisse, auquel un être humain puisse se livrer. C'est la plus grande dignité possible, c'est pouvoir s'adonner à cette quête de sagesse. C'est une révolution puisque la plupart des sociétés, avant ce moment grec, j'y reviendrai, qui se situe au 5e siècle avant Jésus-Christ, et ensuite après, vont plutôt considérer que c'est la religion, c'est le rapport de force, c'est la tradition qui détermine les activités les plus importantes et qui donne son horizon de sens à la société. Les Grecs sont les premiers à dire, ben non, le sens, les valeurs, ils sont liés au travail de l'intelligence quand elle est libre de le faire. C'est pour ça que ce concept est un concept fondateur qui est en fait un fil rouge qui finalement continue à être notre boussole dans nos démocraties, mais qui n'apparaît plus à travers ce temps dédié au loisir intelligent. Enfin, j'y reviendrai. Alors, pourquoi m'attacher à ce mot? Je pense, et tu l'as dit tout à l'heure, ce qui n'est pas nommé n'existe pas, au fond. Et la vérité, c'est que nous sommes tous conscients, surtout ceux qui sont ici, ceux qui nous écoutaient en ligne, que, évidemment, que c'est important de se poser pour réfléchir et qu'il vaut mieux être dans une bonne condition, etc. Mais, au fond, nous n'avons pas de mots pour qualifier ce moment où on va se poser et on va réfléchir. Et, comme vous savez, l'absence de mots, ça nous empêche de valoriser un phénomène. Et effectivement, loisir renvoie à quoi? Ben, renvoie à l'oisiveté, donc c'est-à-dire un moment qui n'a pas de sens, qui est nul, qui n'est pas fécond. Et l'intelligence, bizarrement, elle n'a pas bonne presse. Parce que se dire qu'on fait un loisir intelligent, d'emblée, on est renvoyé à une position un peu arrogante. Sous-entendu, ben, moi, je ne fais pas de loisir intelligent, ben, moi, je suis idiot, etc. Donc, c'est un mot très compliqué qui est un peu piégé. Donc, et comme vous savez, les mots sont décisifs, d'abord parce qu'il faut nommer les choses, mais aussi pour l'image que ça renvoie. Et les gens peuvent être convaincus de l'importance du loisir intelligent, mais être gênés par le mot lui-même. C'est pour ça que passer par un détour de ce mot, et vous allez voir que il a aussi une puissance en soi, c'est pas seulement une ruse sémantique, ça peut permettre de débloquer des situations de pensée où nous voudrions progresser, mais nous sommes finalement figés dans ces éléments un peu extérieurs, mais qui nous empêchent de progresser. Alors, on peut se demander, la première chose, c'est pourquoi ce mot, il s'est pas transmis dans notre vocabulaire. Alors si, en fait, le mot otium, il se retrouve dans deux mots. C'est un peu un passager clandestin, en fait. C'est ça qui est intéressant, et c'est là que le mystère commence à se dégager. C'est que je vous l'ai dit, bon, oisiveté, donc inversion complète du sens. Ce qui était l'institution la plus importante pour les Grecs et les Romains se retrouve à ce qui finalement, pour nous, incarne ce qui n'est pas important, ce qu'on peut faire quand on a fait des choses importantes, donc l'oisiveté. Mais il y a aussi un autre mot, qui est le mot négoce. Alors là, en général, ceux qui n'ont jamais entendu faire ce raisonnement, ont un effet de sidération. Donc, attachez vos ceintures et installez-vous bien dans vos fauteuils. Le mot négoce, vous le connaissez, vous l'utilisez, c'est l'autre nom du marché, au fond. Et il est fondé sur deux mots latins, qui sont nec, osium. Donc, le sens du mot négoce, c'est la négation de l'osium. Donc, au fond, le marché, ce marché qui envahit notre univers, qui envahit nos représentations, avec ses critères d'utilité, de rapidité, de profit, eh bien, ce marché est fondé, sa nature même, son nature sémantique et sans doute peut-être sa nature ontologique, ce qu'il veut dire au fond, profondément dans ses excès, il est fondé sur la négation de ce loisir intelligent. Voilà, donc voilà pour cette petite introduction sémantique. Donc quand on a tous ces éléments en tête, on comprend qu'il ne s'agit pas seulement d'une espèce de goût de l'érudition latine gratuite. Ce mot, il a une puissance particulière, il a une puissance qui avait d'ailleurs touché Jean-Paul Capitani et Françoise, et il y a un effet de sidération qui fait que peut-être ça vaut le coup de s'intéresser à ce mot pour voir ce qu'on pourrait en faire pour aujourd'hui. Alors, le
Vrai point de départ de mon enquête, une fois que j'ai identifié que l'otium pouvait être un élément intéressant pour comprendre ce qu'il advenait de la culture, de la connaissance dans notre société, pourquoi finalement ça allait si mal, etc., ça a été d'observer un paradoxe. Au fond, dans l'histoire des sociétés humaines, aujourd'hui, en Occident, particulièrement en France, jamais autant de gens n'a bénéficié d'autant de temps libre. Ce sont les lois sociales, les congés payés, les 35 heures, etc. Et donc, objectivement, nous avons une quantité de temps libre qui est totalement inédite dans l'histoire courte, même à l'échelle du XXe siècle, mais sans parler évidemment de l'échelle longue. Et pourtant, nous avons le sentiment, l'impression, et qui est sans doute réel et que les psychanalystes peuvent attester, d'en manquer absolument. Parce que ce temps libre, il est absolument encombré. Nous ne savons pas l'utiliser, nous ne savons pas l'organiser, nous ne savons pas le valoriser, nous ne savons pas lui donner sa vraie valeur. Imaginez qu'une partie, légitimement, doit être consacrée au repos, au divertissement, évidemment, mais qu'une petite partie de ce temps-là, même si c'est une petite partie, elle pourrait accueillir ce fameux loisir intelligent. Et donc, ce paradoxe, il est aggravé par deux phénomènes. Le premier, ça a été, on l'a tous vécu, le Covid. On est tous confinés brusquement dans nos intérieurs. Pour beaucoup, on est en chômage technique, donc du temps libre, on en a à foison. Et finalement, on s'aperçoit que dans ce nouveau festin qu'on pourrait consacrer à ce temps libre, il y a un nouvel invité qui sont les écrans. Qui sont les écrans qui vont sauver la mise, ils vont nous permettre de fonctionner, de continuer à continuer nos interactivités professionnelles, amicales, mais sauf qu'ils vont devenir un élément absolument incontournable de notre rapport au réel, en fait. Et après le Covid, on s'est dit, bon, le monde d'après, on a été dans l'excès, on va se réveiller, on va prendre de la distance, on va renouer avec la vie réelle. Et ben, regardez si la vie réelle s'est installée chez vous. J'espère pour vous, mais la vérité, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que la vérité, c'est qu'on est prisonnier de ces écrans qui se sont développés comme et tout à l'heure, on parlait d'une métaphore médicale, en fait, le soin, le souci de soi. Et en fait, ils se sont développés comme des psychotropes. C'est-à-dire qu'en fait, la bonne comparaison pour parler maintenant de la place des écrans dans nos vies, c'est plus la question du loisir, c'est plus la question de rapport à la culture, à la connaissance, c'est le rapport à la maladie. C'est une addiction. Et ça se soigne comme une addiction, mais c'est l'origine de l'addiction, elle est parfaitement documentée, connue. C'est-à-dire que, en tout cas, les machines qui prennent le plus de temps, les sites qui prennent le plus de temps de cerveau disponible, ce sont les réseaux sociaux, et ils sont conçus par des spécialistes, des neurobiologistes qui, à mon avis, ont fait un pacte avec le diable, qui ont conçu des algorithmes pour nous rendre addictifs, comme l'alcool nous rend addictifs, comme les drogues nous rendent addictifs. Donc voilà, il y a ce contexte-là qui commence à nous faire mieux comprendre que cette captation de notre temps, il est, même si nous l'avons parfaitement compris, même si nous sommes parfaitement documentés, il travaille quelque chose qui est au fond de nous, qui est plus fort que nous, et qui rend la chose vraiment difficile. Et là où ça s'aggrave et ça se complique, c'est qu'au fond, on s'aperçoit que c'est pas seulement notre difficulté d'utiliser nos loisirs de façon intelligente, ça à la limite, bon, c'est plus gravement notre rapport à la connaissance, notre rapport au débat public, notre capacité de développer cette pensée complexe, cette pensée intelligente, notre rapport aux autres, l'intelligence des sens, l'intelligence du cœur. On voit bien qu'il y a un repli égoïste, et qu'il y a, et là c'est vraiment documenté depuis peu de temps, enfin, alors que tout le monde s'en doute, il y a une fragilisation majeure de nos capacités, de nos sociétés, de transmettre les savoirs aux jeunes générations. Parce qu'évidemment, vous le savez, si vous avez des enfants, les êtres d'entre nous les plus fragiles par rapport à ces addictions sont évidemment les enfants, les adolescents. Et évidemment, les entreprises de cette addiction le savent très bien et ciblent à foison ce public. Donc, la prise de conscience commence à advenir. Il y a les pouvoirs publics réagissent, il y a des rapports. Là, en avril dernier, il y a eu ce rapport extraordinaire sur « Ah oui, les écrans, jusqu'à 3 ans, c'est prohibé, c'est la catastrophe, on reconnaît, les entreprises reconnaissent, c'est très mauvais. » Mais quand on dit « les écrans sont très mauvais jusqu'à 3 ans », on sous-entend quoi?
qu'après 3 ans, c'est tout chousse, qu'on peut complètement se lâcher. Donc, il y a un effet qui a parfaitement été calculé par les lobbyistes de ce temps de cerveau disponible, par ces lobbies des réseaux, c'est qu'ils ont lâché sur les 3 premières années. Ils se sont dit, de toute façon, c'est fichu. Et ils ont identifié même que l'enfant, il est intéressant à partir de 3 ans, parce que c'est à partir de 3 ans qu'il devient une force de prescription d'achat dans le foyer. Avant 3 ans, on l'écoute pas. On dit non, on n'achète pas ce que tu veux. Après 3 ans, on commence à l'écouter. Il écoute la plupart. Vous connaissez ces choses-là, mais c'est intéressant de pouvoir les relier à ma fameuse histoire de temps de cerveau disponible et de loisirs intelligents. Et donc, comprenez, il y a une espèce de progression. Au départ, on démarrait sur la réflexion sur le loisir, voilà, qu'est-ce qu'on ferait bien d'intelligent dans nos loisirs. Et là, on voit bien qu'on est à l'os. On est à l'os de ce qui fait l'essentiel de nos démocraties, notre capacité de réfléchir de façon désintéressée, avec la distance et sans être sous la domination du marché. Eh bien là, on voit que le compte n'y est pas. Et je pense que une de nos difficultés vient justement de cette faible valorisation que nous faisons de notre temps libre. Donc, c'est bien une histoire de mots, c'est bien une histoire de représentation. C'est le pari de ma démarche, c'est de me dire au fond, si on réussit à qualifier ce temps libre, donc c'est ce temps idéal pour réfléchir, mettre un mot dessus, eh bien on va peut-être pouvoir inverser la tendance. On va peut-être pouvoir se dire, c'est un moment important ce temps libre, parce que ça me relie à ma dimension d'être qui réfléchit, ça me relie à ma dimension de citoyen, capable de réfléchir au débat public, de faire des choix. Parce que faire un citoyen, c'est pas seulement voter, c'est pouvoir expliquer les choix, c'est pouvoir s'inscrire dans des valeurs. Donc, voilà, il y a cette idée que le mot peut faire levier, peut être un moyen de résistance. Alors, maintenant, je vais peut-être passer à un autre aspect qui est de creuser un peu le mot lui-même. J'ai abordé très succinctement tout à l'heure l'origine du mot. Mais je pense que c'est bien de rentrer vraiment dans faire un focus sur ces premiers moments qui voient pourquoi brusquement en Grèce au 5e siècle il y a cet intérêt pour le loisir intelligent. Donc, vous le savez, je vous le dis, la scolée a donné le mot école, qui dit bien d'ailleurs notre vision que nous avons de ce temps dévolu à l'intelligence dans notre société, c'est-à-dire il est toléré, mais jusqu'à 18 ans, en fond. C'est après 18 ans, il n'y a plus de scolée. C'est vraiment pour les jeunes. Les Grecs sont ceux, je vous l'ai dit, qui déterminent que il n'y a pas d'activité plus importante pour l'être humain que la pensée. Et je dis bien tous les êtres humains, y compris les esclaves. Bizarrement, j'y reviendrai, mais c'est une société qui est effectivement très inégalitaire, esclavagiste, comme la plupart des sociétés de l'époque. Et comme nos sociétés le seront jusqu'en l'an 1000, on l'oublie souvent, mais l'Église elle-même a été propriétaire d'esclaves jusqu'en l'an 1000. Donc c'est un élément qui ne doit pas nous faire penser que ce qui vient de la Grèce doit être minimisé sur ce point-là. La première apparition du concept, ce sont les dialogues socratiques. C'est Platon qui fait dire à Socrate que l'activité de la pensée est la plus essentielle parce que c'est celle qui définit la vocation humaine de l'intelligence. Et que cette vocation, pour pouvoir se déployer, réclame un temps spécifique. C'est-à-dire les deux vont ensemble. Il faut vraiment disposer de ce temps qui est débarrassé des urgences, débarrassé des nécessités matérielles, familiales, professionnelles. Il faut les avoir remplies. Mais une fois qu'on les a remplies, il faut vraiment pouvoir se dédier complètement à cela. Parce que c'est vraiment dans ces moments-là que l'être humain va pouvoir définir son rapport à la vérité, qui va pouvoir s'engager dans l'enquête, l'observation du réel, qui fait qu'il va pouvoir déterminer ce qu'est pour lui la vérité et éventuellement la mettre au débat avec les autres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce concept-là, il naît en même temps que la philosophie, mais aussi en même temps que la démocratie. C'est-à-dire que d'emblée, il y a une sorte de triptyque, dès le 5e siècle, qui s'installe entre le loisir intelligent, la philosophie et la démocratie. Les trois vont ensemble parce que pour être un citoyen, pour participer au débat démocratique, et même si le nombre de citoyens était réduit, enfin,
souvenons-nous aussi que la Grèce était pratiquement la seule démocratie de cette époque, c'est une nécessité de construire son libre arbitre, son fort intérieur, son jugement, son goût. Donc, tous ces éléments qui font qu'il ne suffit pas d'être libre, il faut aussi s'équiper, il faut aussi fabriquer cette intelligence, il faut la renforcer, il faut lui donner une substance pour pouvoir ensuite se soucier de soi, mais pour pouvoir ensuite se soucier des autres, pour être dans le souci de la cité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que faire référence à l'héritage grec, c'est faire référence à une époque où l'individu ne peut pas se concevoir isolé, égoïstement, dans une monade repliée sur elle-même. Dans l'Antiquité, les individus sont forcément reliés à une totalité qui est la condition de leur sécurité. L'Antiquité est un monde extrêmement violent où la vie peut être prise à n'importe quel moment. Vous pouvez être capturé, vous pouvez être réduit en esclavage. Platon lui-même a été réduit en esclavage pendant 3 ans. Donc, on peut être un citoyen très élevé dans la hiérarchie et puis du jour au lendemain retomber. Donc, il y a cette idée que on est dépendant de sa cité et que le travail qu'on fait, le travail d'intelligence qu'on fait pour la cité, pour soi, on le fait pour la cité. Et donc, c'est une société, je vous l'ai dit, très inégalitaire, très esclavagiste, mais au fond, peu importe, les Grecs imaginent que tout être humain, quel qu'il soit, doit être reconnu dans sa capacité à participer à cette réflexion collective. Et le meilleur exemple, ça va être les écoles de philosophie, qui sont un peu des lieux où on peut développer de la scolée, du loisir intelligent. Elles seront ouvertes à tout le monde. Des esclaves, des femmes, elles seront très nombreuses dans ces écoles de philosophie et elles vont être reconnues pour être des interlocutrices qui développent aussi un rapport intelligent au réel. Au fond, c'est Pierre Bourdieu qui a donné la meilleure définition de ce qu'était ce loisir intelligent. Il parle d'une possibilité anthropologique universelle. C'est-à-dire qu'il dit au fond, c'est une possibilité auquel tout être humain devrait avoir droit. Mais le fait est qu'elle a été réduite pendant très longtemps à un tout petit nombre parce qu'il faut effectivement avoir rempli les conditions matérielles. Il faut avoir cette liberté de se livrer, avoir du temps, être débarrassé des tâches matérielles. Et pendant très longtemps, ça a été le fait d'un tout petit nombre de gens. Alors, je saute un peu parce que je crois que je suis très limite dans mon timing. Donc, voilà, je n'y reviens pas. C'est un événement capital dans l'histoire de la pensée, de l'histoire de la liberté humaine, dont nous sommes toujours finalement les héritiers, puisque au fond, bien, cette pensée rationnelle, elle est toujours au cœur de nos institutions démocratiques. Notre État de droit est fondé sur l'ordre juridique, qui est évidemment fondé sur la quête de vérité, de sagesse. L'éducation, la recherche, la science, tout ça sont fondés sur ces éléments-là. Mais bizarrement, cette notion de temps à dédier à ce loisir intelligent ne s'est pas transmise. Et il y a eu, alors je ne développe pas, c'est dans le livre, il y a eu une rupture avec le moment romain. Les Romains vont s'approprier une grande partie de la culture grecque, notamment ce fameux loisir intelligent. Ils le transforment en osium. Mais les Romains, vous savez, s'intéressent beaucoup moins à la spéculation, à la réflexion philosophique, qu'à la transformation matérielle du réel, à la création des routes, des cités, au commerce. Ce qui compte, pour eux, c'est le négoce. Et c'est à partir de là que se fait ce basculement. C'est à partir de là que la vie active, la vie qui produit, la vie utile, dont l'utilité est visible, c'est à partir de là que se fait ce changement, ce nouveau partage. Et au fond, nous sommes toujours dans cette nouvelle répartition entre vie active et vie dédiée à la pensée, vie contemplative. Et nous sommes toujours sur ce logiciel, en quelque sorte. Et c'est pour ça que, quelque part, cette faiblesse, cette espèce d'impensé de notre démocratie a été une sorte de trou de souris dans lequel se sont engouffrées les industries du temps libre. Parce qu'au fond, 1930, c'est une possibilité de redistribuer les cartes, création des congés payés. Donc, pour la première fois, un ordre social invente un osium pour tous, quelque part. Une partie de ce temps libre aurait pu être consacrée au temps libre intelligent. C'était d'ailleurs le souhait des promoteurs des congés payés en 1930. Le Parti communiste est extrêmement volontariste
pour la partie culturelle, le théâtre pour tous, les expositions, etc. Mais en même temps que les congés payés, se crée une industrie du temps libre. Ça va être le cinéma, ensuite la télévision, ensuite les écrans qui sont dans nos poches, qui vont siphonner, utiliser ce temps libre pour en faire du profit. Et voilà, la boucle est bouclée. On se retrouve avec finalement du temps libre, la conscience qui nous est ôtée, la conscience que ça nous ôte de l'intelligence, mais au sens vraiment large du terme, hein, cette intelligence, cette complexité, et nous sommes très démunis. Donc, je pense que il y a un enjeu qui est de s'apercevoir que nous avons tout compris au fond. Nous savons que nous allons vers moins de compréhension et que des forces puissantes ont intérêt à ce que nous comprenions moins. Ils ont intérêt à ce que nous soyons plus idiots au fond, mais au sens vraiment médical du terme. L'idiotie, c'est le repli sur une petite sphère de certitude, l'incapacité d'aller vers autre chose, etc. Mais nous savons que ça nous mène vers une sorte d'abîme au plan de nos démocraties. Nous voyons que les démocraties font des choix de plus en plus antidémocratiques. Que ça nous mène aussi au plan personnel vers une sorte de désespoir, ou de sentiment en tout cas d'impuissance. Et pourtant, nous avons les moyens d'y résister. Je pense qu'il y a un exemple extraordinaire de prise de conscience où le changement de représentation a entraîné des changements de politique, c'est la question de l'environnement. Nous l'avons vu en quelques décennies, en quelques années, on a réussi à modifier avec une puissance inimaginable les représentations sur ce qu'était le rapport de chaque individu à son environnement, la responsabilité que nous avions chacun dans notre petite sphère pour changer les choses, et que cette petite goutte individuelle, elle pouvait compter, et que là, on a vu qu'un discours qui était austère, qui était finalement moralisateur, pouvait se transformer en une vraie éthique personnelle. Je suis persuadé qu'on peut faire la même chose avec la connaissance, avec la culture, avec ce que nous avons de meilleur dans ce qui nous permet d'avancer, de comprendre les autres, de nous comprendre nous-mêmes, de sortir du dogmatisme, d'aller vers la vérité, n'ayant plus peur de ce mot. La vérité n'est pas quelque chose de figé, la vérité est une construction permanente, mais pour autant, le contraire de la vérité, c'est le mensonge, donc ça vaut mieux de considérer la vérité, et que peut-être que ça passe par un changement de représentation et que ça passe par un changement de mots. Donc, mon rêve, c'est de me dire, dans quelques années, les gens diront, tu sais, dans 1 heure, je peux pas te voir parce que j'ai 1 heure d'osium et que ça compte beaucoup pour moi. Et la personne comprendra. Elle dira, c'est ton osium, ok, d'accord, je respecte, parce que je sais que tu respecteras aussi mon osium. Et on comprend que c'est pas seulement, on en parlera peut-être dans le débat, c'est pas seulement du développement personnel. C'est pas seulement pour aller mieux, c'est aussi pour développer les autres, c'est se soucier de soi pour se soucier des autres. Donc on aura compris que oui, il faut se développer, il faut aller mieux, c'est mieux d'aller mieux, et les psychanalystes peuvent nous aider beaucoup, mais c'est bien aussi de consacrer une part de son énergie mentale à faire progresser, à être plus intelligent, ne pas avoir peur du mot, et à identifier des choses qui nous rendent plus intelligents, d'autres qui nous rendent un peu plus idiots. C'est pas grave, on a tout fait le droit de regarder des conneries à la télé, et je vous avoue que de temps en temps, je scrolle pendant 1 heure sur mon portable. Là, je dois un peu le confesser. Pour autant, je me dis que l'osium, ça peut être intéressant. Donc voilà, en gros, ce que je pouvais vous dire sur ce mot si mystérieux. Merci beaucoup, Jean-Miguel. Peut-être 2-3 questions pour lancer le débat. La première a trait au mot justement, et à la fois au mot et au sens. Le mot, c'est ton choix de mettre en avant l'osium, alors que on voit bien comment c'est déjà une version un peu dégradée de l'ascolé. Alors pourquoi avoir choisi l'osium plutôt que l'ascolé, et qu'est-ce que ça nous dit de l'importance du choix du mot, qui est à la fois du sens, mais aussi qui fait référence à un imaginaire, qui fait référence à de la sensibilité derrière. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit un mot plutôt qu'un autre pour qu'il impacte dans la société? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est autour de cette notion d'être intelligent, de penser.
En fait, nous, on s'est beaucoup posé la question au campus quand on essayait de réfléchir au contenu des formations dont on a besoin aujourd'hui, en ayant cette intuition au début qu'il fallait vraiment que toutes ces formations très importantes, techniques sur apprendre à faire de la comptabilité analytique, apprendre à gérer une collectivité locale, etc., ça suffisait pas. Que, en fait, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on a besoin de prendre conscience des enjeux de vérité, d'éthique dans lesquels on baigne pour avancer dans la bonne direction. Et donc cette notion de penser, être intelligent, elle est un peu compliquée à partager parce quelqu'un qui calcule, c'est quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui est intelligent. Quelqu'un qui pense au dîner de ce soir, il pense donc qu'est-ce que ça veut dire penser? Moi, j'aimais beaucoup Bernard Stiegler et j'avais été très frappée par ce qu'il nous disait quand il exprimait cette idée qu'on est devenu d'excellents calculateurs, mais de piètres humains. Et donc cette notion de être intelligent au service du sens, au service de la vérité, au service de l'éthique et pas seulement du calcul, de la marchandisation, etc. C'est tellement fondamental et l'Otium, ça nous permet de capturer cette intelligence qui nous fait monter en humanité. Et ça, j'aimerais que si tu peux nous définir ce que c'est que penser être intelligent dans ce sens. Voilà, c'est un peu ça. Alors oui, c'est une histoire de mots, hein, c'est ça qui est excitant dans cette affaire, c'est que pourquoi ce mot plutôt qu'un autre? Et au fond, il ne faut pas se tromper de mots. Si on veut vraiment lancer son affaire, il faut presque demander à une agence de pub, scruter quel est le meilleur client au fond pour faire passer les idées en fait. Et c'est vrai que Scolé, ça aurait pu être bien. En plus, c'était par fidélité aux Grecs qui inventent tout. Sauf que Scolé, il est déjà pris. C'est école, je vous l'ai dit, et l'école, ça identifie une institution très précise, puis ça ne nous laisse pas toujours de très bons souvenirs. Parce que est-ce que c'est à l'école qu'on a vraiment qu'on a fait cet apprentissage de ce rapport intelligent au réel, ce rapport de la pensée en fait? Est-ce qu'on peut sortir d'un rapport utilitaire à cette malheureusement l'école, comme beaucoup d'institutions, est prise dans ce flux et a du mal finalement à transmettre, et j'y reviendrai, à cette qualité de pensée qui est d'abord une dimension, je n'ai pas encore évoqué le terme, mais le critère central de la pensée ossiomique, la pensée qu'on peut développer dans l'osium, c'est le désintéressement. C'est-à-dire pas l'absence d'intérêt, le sens de l'ennui, mais l'idée qu'on peut penser sans rechercher d'emblée une utilité. J'y reviendrai. Mais pourquoi l'osium? C'est un meilleur client, en fait, l'osium, parce qu'il y a cet effet de sidération, et c'est ce qui m'a vraiment convaincu au tout début, la première fois que j'ai rencontré ce mot, la première fois qu'on m'en a fait cadeau, en fait. Je vais vous dire, c'est très émouvant, ça s'est passé dans le bureau d'un professeur du Collège de France, qui s'appelait Marc Fumaroli, qui travaillait beaucoup sous cette notion. Et Marc Fumaroli, c'est vraiment l'incarnation du grand savant, avec un S majuscule, qui évidemment avait consacré une grande partie de sa vie à l'osium, mais c'est vrai, il y avait un petit soupçon aristocratique pour le coup. Marc Fumaroli défendait bien l'osium, mais voilà, je pense qu'il pensait qu'on devait venir à l'osium un peu par soi-même et que ceux qui n'avaient pas rencontré l'osium, tant pis pour eux. Mais c'était extraordinaire que ce soit au Collège de France, parce que dans le premier livre d'Actes Sud, je fais un peu la généalogie longue du concept, et notamment je parle de la Renaissance en France, Montaigne évidemment, qui est une figure très importante de cette pensée osiomique. Et le Collège de France est la première institution où on va intégrer cette possibilité de penser de façon désintéressée, sans, comme on le faisait à l'université, être contrôlé par l'Église, parce que l'université de l'époque, pendant tout le Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, a une marge de manœuvre très réduite. Elle est dans un contexte religieux où la capacité de penser librement est quand même réduite. Le Collège de France est la première institution où on peut vraiment penser librement, où les chercheurs peuvent choisir leur réflexion, et c'est à François Ier qu'on le... Donc le fait que ça a été là, dans cet endroit, dans le bureau de Marc Fumaroli, que
qui me dit, ben, vous devriez travailler sur l'osium parce que pour comprendre la place de la culture dans notre société, et c'était en 2005, ben, ce serait pas mal. Et donc, par ailleurs, il y a l'effet de levier. Dire l'osium, ça permet d'identifier aussi l'ennemi. Alors, l'ennemi, donc, le marché. Alors, entendez-moi bien, je ne suis pas contre le marché. Dans l'histoire du monde, l'avènement des rapports marchands entre les gens est quand même un progrès par rapport à la phase précédente qui était la prédation et la guerre. On s'intéressait au bien d'autrui, on le raptait, on le volait, en fait. Et on tuait les gens. Le commerce, c'est déjà un progrès. Le problème, c'est l'envahissement des critères du commerce dans tous les espaces de la pensée. La rapidité, l'utilité, le matérialisme. Ces critères ont envahi des domaines où ils n'ont rien à faire. La culture, l'éducation, la santé. Et quelque part, et là aussi je réponds à ta question, c'est là que le mot est extraordinaire parce qu'il travaille aussi à un autre endroit sur notre inconscient. Souvent, il y a des manifestations pour les baisses de crédit, etc. On se bat pour la santé, on se bat pour la culture, on se bat pour l'éducation. Et on dit quoi? On dit ça n'est pas négociable. Et donc les gens inconsciemment sentent bien deux négations, pas négociables, donc c'est de l'osium. Donc voilà, le mot il est déjà là quelque part. Et le mot il est déjà là parce que, et là je réponds à ta deuxième question, parce qu'il identifie un rapport à la pensée qui est un rapport ingénu au sens initial. La vraie pensée, et c'est Hannah Arendt qui en parle très bien, c'est la pensée en elle-même. C'est-à-dire cette activité qui est de déployer notre muscle, qui est notre intellect, sans chercher un objectif particulier. Rien que la pensée en elle-même. Il y a un mot très beau qui qualifie aussi ça, c'est la sérendipité. C'est-à-dire on se lance dans une réflexion, puis brusquement on va passer vers autre chose, on passe d'un sujet à l'autre et on va découvrir autre chose dont on n'aurait jamais eu l'idée. Et des grandes découvertes scientifiques ont eu lieu grâce à la sérendipité. Cette pensée en elle-même, elle est un élément majeur de la démarche philosophique, au sens où c'est une démarche qui est, alors je vais rentrer dans une approche un peu technique, pour être vraiment humaine, pour pouvoir être l'expression de ce que nous avons de meilleur dans nos capacités en tant qu'être humain, elle doit répondre à deux catégories de fonctions. Elle doit remplir la case axiologique et la case ontologique. La vraie pensée, elle est ontologique parce qu'elle réfléchit au sens. C'est-à-dire nous sommes vraiment dans une pensée quand nous savons identifier le sens des choses. Quand, en fait, nous sortons de l'absurdité. L'absurdité, c'est l'absence de sens. Et donc, l'absence de sens nous fait violence. Inconsciemment, on ne peut pas vivre dans l'absurdité et on est bon ensuite pour aller voir les psychanalystes. Or, le monde qui s'annonce, le monde dans lequel on baigne, est souvent un monde dont on se dit qu'il n'a pas de sens. Parce que justement, nous sommes privés de pouvoir y penser les choses de façon ontologique, par notre travail de réflexion, par notre dialogue avec autrui, par notre empathie, par notre imaginaire aussi, on découvre le sens des choses. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est l'axiologie, c'est peut-être encore plus important, c'est la capacité d'identifier des valeurs, c'est-à-dire de faire des choix, de se dire ça vaut mieux que ça, et être capable de dire pourquoi. Pourquoi je fais tel choix, pourquoi et comment je justifie ce choix. Et donc, cette pensée-là, cette capacité de penser de façon ontologique et axiologique, c'est une pensée dont nous avons besoin à chaque instant pour sortir de l'absurdité et pour sortir aussi, c'est le deuxième terme qui va avec axiologique, de l'arbitraire. C'est-à-dire que si vous faites un choix et que vous n'êtes pas capable d'en exposer les raisons auprès de quelqu'un et que vous lui imposez quand même ce choix, vous êtes dans l'arbitraire. Et l'arbitraire, ça marche très bien. Monsieur Trump est en train d'imposer à l'Europe, à l'Ukraine, de façon tout à fait arbitraire, un choix parce qu'il est en position de force. Voilà. Et il ne se donne même pas le peine de justifier. Donc on est exactement dans cette configuration-là, l'arbitraire. Donc nous avons plusieurs choix devant l'arbitraire, nous pouvons nous coucher, nous pouvons aussi nous relever. L'arbitraire peut susciter des révoltes et peut nous inciter à réfléchir, à combler ce vide de réflexion. Et c'est là que peut-être une autre chose qui sera peut-être plus parlante, qui distingue un peu ces deux formes de pensée. Tu dis oui, les économistes à l'AFD, ils pensent aussi, ils pensent.
Et partout. Mais ils ont, et alors là, il faut faire référence à Heidegger. Là, j'ai l'air vraiment très pédant, mais il n'y a pas grand monde. Hein. Il y a Foucault sur mes sujets, il y a Hannah Arendt, Heidegger quand même. Heidegger qui a cette fameuse, extraordinaire distinction entre la pensée calculante, donc la pensée des économistes, ils pensent, mais pour faire du calcul. Donc ils sont dans l'utilitarisme, ils sont dans cette pensée mercantile qui est une fausse pensée par rapport à la pensée avec un P majuscule, la pensée qui va déterminer du sens et des valeurs. Les économistes, ils ne donnent pas de sens. Ils disent, voilà, ça va marcher. Ils ne donnent pas la signification profonde. Ils sont dans une description du faire. Ils sont dans le constat, au fond. Certains économistes. Alors, il y a d'autres économistes qui essayent de faire du sens. Et donc, c'est la différence entre la pensée calculante et la pensée méditante. C'est la pensée qui médite. C'est la pensée qui n'est pas limitée. Et c'est pour ça que là, on n'a pas parlé de ce qui est vraiment concrètement l'osium, comment faire de l'osium. J'espère qu'il y aura des questions, parce qu'il y a des sujets, il y a des modes d'emploi très concrets. De toute évidence, la méditation est une forme d'osium. En tout cas, la méditation, alors il y a méditation du lâcher-prise, du on fait le vide, qui a sa valeur, qui a sa place. Moi, j'insisterais plutôt sur la méditation qui vous permet de comprendre autrement certaines choses par d'autres détours de la conscience. Mais voilà, si on devait définir concrètement ce qu'est l'osium dans sa valeur la plus humaine, la plus profonde, le type de pensée à quoi ça renvoie, je dirais que ça renvoie à cette pensée méditante qui nous permet de progresser en intelligence, sans dogmatisme, sans utilitarisme, sans se limiter à des objectifs précis, mais en envisageant l'humain dans toute sa complexité. On va prendre peut-être des questions. Vas-y Mathilde. Justement, je veux bien rebondir là-dessus. Je me demandais, est-ce qu'on entend on entend des vagues. Peut-être qu'il te faut le micro. Sinon, je te passe main. Ça marche? Oui, super. Je trouve ça très intéressant. Je me demandais, et merci pour tout ça, je me demandais justement ce que je pouvais classer. Vous avez donné à propos de 1930 quelques exemples de ce qu'on pouvait mettre dans l'osium ou pas. Et du coup, je m'en suis noté quelques-uns. C'est voilà, juste pour que vous puissiez m'aider à identifier des critères. Je ne sais pas si c'est la bonne entrée, mais voilà. Par exemple, si je vais le cinéma, moi j'ai l'impression que parfois certains films me rendent plus intelligente. Est-ce que quand je vais faire une balade en forêt, j'ai plein d'oxygène, mon cerveau se régénère, j'ai l'impression que ça permet de digérer un peu ma semaine, j'ai l'impression d'être un peu plus intelligente parfois en rentrant. Est-ce que, par exemple, les personnes qui sont engagées dans des associations qui vont à la rencontre des personnes de la rue et ça développe, je sais pas, l'intelligence du cœur ou en tout cas aussi toute une part intéressante aussi pour la cité, est-ce que ça, on peut le mettre dedans? Voilà, j'ai noté comme critère développer son libre arbitre. Mais voilà, est-ce que vous avez d'autres pistes pour définir l'osium? C'est ça qui est extraordinaire avec ce concept, c'est qu'en fait, c'est un concept très, très large, très accueillant, où on peut effectivement reconnaître dans ces activités tout ce qui permet de progresser, en fait. Tout ce qui nous permet de progresser en termes de discernement, en termes de compréhension du réel, de l'autre, en termes d'empathie, en termes de capacité de choisir aussi. C'est-à-dire, oui, le discernement, j'ai beaucoup réfléchi, je pense que c'est un terme qui est assez large, assez incontestable. Personne ne peut dire qu'il ne veut pas de discernement. Chacun aspire naturellement au discernement parce que si on refuse le discernement, on fait le choix de la servitude, en fait. Parce qu'on va être dominé par la pensée des autres qui va vous dire c'est ça que tu dois faire. Et évidemment, la promenade en forêt, si elle permet de progresser dans une pensée, peut-être de faire le vide, ça peut être aussi l'ennui, peut être une porte d'entrée. Hein. Il y a ce mot fabuleux de Paul Valéry en 1930 qui disait déjà, qui décrivait au fond, il y a des textes extraordinaires, on a l'impression qu'il parle de 2024. Il parle de cette confusion, de cette accélération. Il dit, nous ne savons plus féconder l'ennui. Il y a un mot extraordinaire parce que, effectivement, l'ennui, la flemme, la fatigue, où on a envie de rien faire, ça peut être un bon point de départ pour tirer un fil et, parce que justement, on n'est pas contraint par, il faut réfléchir à ça parce qu'il faut faire telle décision, etc. On laisse se déployer sa pensée comme si c'était un muscle, comme
quand on fait une séance de piscine, on va faire du footing, on se demande pas pourquoi on le fait parce que nos muscles en ont besoin pour s'oxygéner. Eh bien, je pense que c'est pareil, je dis souvent ça à des très jeunes, mais votre otium, moi, je sais pas ce que c'est, en plus, il faut faire un effort. Ah oui, parce que c'est ça, c'est un peu la mauvaise nouvelle du truc. Si on rentre un peu dans le détail, bah oui, il faut faire un effort quand même pour réfléchir intelligemment. C'est plus facile de se laisser aller, des fois, c'est tout fait. Donc, ça, c'est peut-être la raison cachée que je ne dis pas tout de suite, parce qu'en général, les gens sont pas ravis. Bah, c'est plus facile d'avoir l'esprit vide, parce qu'il voilà, il y a une douleur aussi de se lancer dans la pensée. Je pense que la douleur, on est rémunéré après, on est récompensé. Eh bien, aux jeunes, je leur dis, c'est comme le sport. Dire, quand vous levez très tôt le matin pour aller à votre séance de volley, que vous avez plaisir à le faire, c'est un effort, c'est douloureux, mais vous le faites parce que vous sentez que votre corps en a besoin. C'est pas seulement pour la compétition. Vous avez besoin de vous déployer. Mais c'est pareil avec l'esprit. L'osium, c'est le nom qui va vous permettre de nommer ces moments où vous faites comme avec vos muscles, mais votre muscle, c'est votre cerveau, c'est votre intelligence. Vous la déployez. Et donc, ma réponse, elle est oui à tout ce que vous avez dit, en fait. Dès que vous avez le sentiment que vous avez progressé, que vous avez acquis un peu plus d'espace mental, évidemment plus d'empathie avec les autres, parce que si on parle d'éthique, la première chose, c'est le souci des autres, évidemment. La compréhension des autres. Et ici, je pense qu'on sait ce que c'est, la compréhension entre le Nord et le Sud, pouvoir mettre sa vision, sa rationalité entre parenthèses pour aller vers comprendre qu'en face, il y a aussi d'autres formes de rationalité, aussi d'autres formes d'intelligence qui vont nous apprendre énormément aussi. Donc, aller vers l'autre, et ce que vous avez dit, le bénévolat, parce que ça, tout ce que j'ai dit, c'est un peu la sphère mentale, hein, la sphère, cette espèce de travail que l'on doit faire sur l'esprit, mais il y a aussi ce qu'on fait dans la vie concrète, matérielle. Et évidemment que si le poison, c'est le marché, le contrepoison, c'est l'immense sphère du bénévolat, de l'engagement, du temps que l'on donne pour les autres, pour les associations, pour l'environnement. Donc, tout ça, ce sont des formes d'osium vécues, mais je dirais dans une autre sphère qui est la sphère du refus de la marchandisation. Donc, alors, quand on se lance dans du bénévolat, on va pas dire, ah ben, je vais faire du loisir intelligent, gratuit, etc. On y pense, on le fait parce qu'on pense qu'on doit le faire. Et je pense que si on se dit que ce que l'on fait là, ça s'intègre à ce concept qui est tellement important pour notre développement en tant qu'être humain et qui est tellement important dans l'histoire de la liberté humaine, tellement important dans l'histoire de la démocratie, on va comprendre que cet engagement dans le bénévolat, c'est pas une chose parmi d'autres et qu'on pourrait partir aux Seychelles plutôt que d'aller. Non, c'est pas la même chose parce que il y a une vibration avec ce que nous avons de plus nécessaire qui est en nous, qui est de nous relier aux autres. Donc, c'est ça qui est étonnant avec ce mot et qui est presque difficile à traiter aujourd'hui dans notre univers sémantique où tout est bien cadré, où tout est bien, où les mots ont été lessivés par le mode de pensée mercantile, publicitaire, où les mots ne veulent plus rien dire, au fond. On peut dire, c'est complètement orwellien, en fait, le vert et le blanc, le vrai et le faux, la vérité est alternative. Donc, on y est, d'où notre malaise. Donc, voilà, je pense que ce mot nous permet de relégitimer la démarche de vérité et nous permet de relégitimer les actes que nous menons et qui sont animés par cette exigence de vérité. Et le bénévolat est animé par une vérité humaine qui est que nous avons besoin les uns des autres. Donc, vous voyez, il y a un continuum entre les représentations, une sorte de reprise de pouvoir sur notre représentation à travers un mot qui a l'air de rien, comme c'est qu'il y a un mot latin en plus. On utilise plein de mots latins, minimum, maximum, pourquoi pas celui-là? Parce que justement c'est un mot mystérieux, on doit s'y arrêter, on doit comprendre et on doit l'investir. Et je veux dire, maintenant, je vis un moment vraiment extraordinaire, parce que les livres, ils existent. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'entendre ce que les gens me disent. Pardon. Ce qui m'intéresse, c'est me disent, je connaissais rien à votre histoire d'osium, mais moi, je vais vous dire, voilà ce que je fais. Eh ben, je pense que ça correspond à l'osium. Alors vous, très poliment, vous dites, c'est peut-être ça, vos critères. Mais évidemment, et vous avez raison, il faut le présenter comme ça. Mais je pense que progressivement, si ça marche, moi, je pense que ça va marcher. En tout cas,
Jean-Paul y croyait. Eh bien, il y a un moment donné, les gens vont investir ce mot de tout ce qui ne va pas, au fond, de tout ce qui ne cadre pas avec ce qu'est être humain. Mon livre, je le termine en disant, ben voilà, c'est une façon de vivre, humainement, en fait. Oui. Il y a la notion de temps qui est très importante. Ce qui ne va pas aujourd'hui dans notre manière d'être humain, c'est le peu d'importance qu'on accorde au temps plein et au temps osiomique. Et donc, ça nous dit beaucoup sur cette notion de temps à se réapproprier. Effectivement, le temps est décisif dans l'Antiquité, le temps dont nous disposons. Je vous l'ai dit, la vie est dangereuse, donc il faut vivre intensément le temps qu'on vit. Et ça, c'est peut-être l'autre legs osiomique des anciens, c'est le hic et nunc latin, c'est le ici et maintenant. Il faut vivre pleinement ce qu'on est en train de faire au moment où on le fait. Et le désintéressement peut nous aider, parce que souvent on fait un truc mais parce qu'on a en vue une utilité, autre chose. Là, on fait les choses, la bénévolat, on fait les choses parce que on est dedans et on se demande pas si ça va avoir un effet. Eh bien, c'est ça une des ressources de ce concept, c'est de nous réapprendre à vivre pleinement le moment qu'on est en train de vivre. Parce qu'on vit maintenant, là, on est pleinement dedans. Ça va se terminer dans quelques dizaines de minutes, mais au moins on l'aura vécu pleinement et on laissera infuser ce qu'on aura partagé et les effets viendront peut-être plus tard. Mais là, maintenant, on n'est pas en train de se demander si c'est utile. On le fait. Et je pense que c'est ça la clé aussi de l'Osium, c'est ce nouveau rapport au temps. Au fond, le temps, on en a une vision un peu effrayée. Au fond, on ne sait pas ce que c'est le temps. Or, nos vies, elles ne sont qu'une suite d'instants, une suite de temps. Les journées, c'est 24 heures. Mais on n'imagine pas que ce temps libre-là, on peut le planifier, on peut l'organiser. Dans le livre, j'évoque une façon de vivre très concrètement cet Osium, c'est d'avoir une vision de notre temps spatial, de spatialiser un peu les heures, comme si on était dans les pièces. Donc on va rentrer dans cette heure, entre 5 heures et 6 heures, on s'est dit voilà, c'est du temps pour moi, c'est mon temps de loisirs intelligents, c'est mon temps d'Osium. Eh bien, je vais rentrer dans ce moment comme si je rentrais dans une pièce, en m'adaptant à l'environnement de la pièce que j'ai décidé. Et en l'occurrence, c'est une pièce calme, silencieuse, il n'y a pas trop de bruit et où je peux vraiment me livrer. C'est la chambre à soi de Virginia Woolf. C'est ce lieu où on met les bruits du monde en retrait. Et donc, je pense que si on comprend ce que l'Osium, à la fin du livre, il y a une sorte de livrable. On se dit, ok, j'ai compris ce que c'est l'Osium parce que je vais pouvoir m'y convertir très concrètement en changeant une chose simple. Je vais dans ma journée, dans ma semaine, consacrer un moment de mon temps à cet Osium. Consacrer, qu'est-ce qu'il y a dans le mot consacrer? Il y a sacré. Je vais sacraliser ce temps qui n'avait avant aucune importance. Le loisir, ça n'a aucune importance, c'est ce dont on peut se passer. Eh bien non. On va, dans le loisir, on va identifier un mot qui est sacré. On va inventer un rite. Là, je suis en train de travailler sur le souci de soi de Foucault, c'est mon prochain livre. Et Foucault a vraiment fait une archéologie de la façon très concrète dont les anciens qui décidaient de se livrer à cette quête osiomique, comment ils s'organisaient. Eh bien, il y a cette idée de ritualiser le temps, de considérer que notre quotidien a une sacralité, que c'est pas indifférent que de telle heure à telle heure, je vais être en méditation, que je vais faire ma séance de yoga, que je vais avoir une conversation avec quelqu'un qui en a besoin et je vais mobiliser toute l'authenticité, toute la sincérité dont je suis capable avec cette personne. Ça va être un moment sacré. On le dit quelquefois comme ça. Mais là, je pense que dans ce contexte complètement absurde dans lequel on est en train de vivre, nous avons cette ressource en nous de resacraliser les choses. Dans un moment où on n'est plus dominé par la religion, justement, on peut être religieux, on peut être croyant, on peut ne pas être croyant, mais on peut se dire que notre vie quotidienne a cette dimension de sacralité. Et ça, c'est notre décision. Et c'est notre décision pour nous-mêmes et vis-à-vis des autres. C'est ça, c'est sacré. Et on le dit d'ailleurs. Ce moment-là, c'est sacré. Eh bien, à partir de maintenant, on va y croire. Ça va être notre petite religion. Et pas une religion dogmatique. Une religion, justement, de l'humain, de l'ouverture, de la pensée. C'est le studiolo des palais de la Renaissance. Absolument.
qui est cette pièce magique dans laquelle il y avait les tableaux préférés, les œuvres d'art, et tout ce qui permettait de nourrir la pensée. Marjolaine, vas-y. Vas-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'adhère à tout ce que vous dites et j'essaie de convaincre autour de moi. Après, vous répondez la bonne parole. Voilà. Donc, ma question, c'est au-delà de la démarche personnelle, individuelle, comment on peut faire pour préserver ces temps dans l'entreprise? Par exemple, des retraites sans tous ces matériels, juste des pages blanches, c'est juste de la discussion. Parce que parfois on produit, je sais pas, des indicateurs qui peuvent être absurdes ou bref, et on est quand même conduit par beaucoup d'indicateurs. Ou alors ils peuvent être intelligents dans leur unité, mais c'est quand on les croise. Enfin, bon. Donc, comment on peut protéger ce temps-là en entreprise et aussi beaucoup à l'école, dans l'éducation. Enfin moi quand j'essaie de résister à tous ces matériels, mais il entre par toutes les portes du collège, du lycée. On offre l'ordinateur, on offre la tablette, etc. Et les enfants ne savent plus travailler avec une page blanche, quoi. Commencer par la page blanche, c'est tout de suite, on va chercher des références ailleurs au lieu de ce qu'on a en soi. Donc, comment passer de la démarche individuelle à la démarche plus collective, ou faire passer ces idées-là, je sais pas, au ministère de l'Éducation, dans le droit du travail, dans les voilà, parce que c'est absolument nécessaire quand on voit la vitesse de tout et la perte de sens de tout. J'ai écouté hier ou avant-hier, il y avait une conférence sur l'IA. On entend certaines personnes qui disent ça, c'est grâce à ça, on va faire le développement, ça va faire comme ça, on va pouvoir pousser du riz au Sénégal grâce à l'intelligence artificielle. Ça va permettre de rendre ce pays autosuffisant alors qu'aujourd'hui il importe 1 million de tonnes. Enfin, ok, donc voilà, comment concrétiser cette très belle voilà. Alors, vous avez raison, il y a l'engagement personnel, évidemment, la conviction personnelle, la conversion entre guillemets personnelle qu'on peut faire. Mais voilà, on est très seul et si on fait ça seulement dans notre coin, ça risque d'être un peu limité. Donc, évidemment, les institutions, notre société, les entreprises, le monde éducatif sont, je dirais, les deux pôles de mobilisation, de changement. Alors c'est drôle parce que j'étais beaucoup sollicité par des cabinets de conseil en entreprise qui s'intéressaient beaucoup à ce concept. Alors évidemment, de façon intéressée, entre guillemets. J'ai eu l'occasion de discuter avec des patrons, avec des relais de ce monde-là, et j'ai saisi qu'effectivement, il y avait un besoin aujourd'hui qui était ressenti par les dirigeants face à ce burn-out constant, en fait, apporté par les écrans notamment, et l'incapacité au son, la plupart des employés, de gérer simplement leur temps de travail. Donc, effectivement, tout ce que pourra développer comme discours l'entreprise sur ce sujet doit toujours être accueilli avec un peu de suspicion, puisque l'entreprise, elle est là pour son profit, elle n'est pas là pour le bien-être individuel et collectif. C'est sa raison sociale. Mais je dirais, elle est poussée à cette logique vertueuse parce qu'il y a cette espèce de vague de tension, de déconnexion qui lui promet des performances désastreuses. Donc, quelque part, ils sont poussés à la vertu. Alors, ma réponse à ces sollicitations est de dire effectivement, il faut jouer le jeu de la pensée désintéressée. Il faut créer sur le temps du travail des bulles, des moments où on peut réfléchir. Comme celle-là. Voilà, de façon totalement déconnectée par rapport aux objectifs de l'entreprise. Alors évidemment, c'est très compliqué pour l'entreprise parce que ça peut être des lieux de contestation. L'entreprise est mal à l'aise par rapport à ça. Je pense qu'il peut y avoir une intelligence méta de l'intelligence
cette intelligence du temps de penser, au sens tout le monde va être intelligent, on va essayer de ne pas profiter, de ne pas utiliser, d'être dans une sorte de quête globale. Là, je ne sais pas quelle forme ça peut prendre dans l'entreprise. J'imagine que ça dépend des domaines. J'imagine qu'une entreprise qui travaille sur la question de l'environnement, c'est pas la même chose qu'une entreprise qui est dans l'informatique. Enfin, mais à chacune de développer une approche qui intègre ces fameux critères d'un moment où on se pose, on réfléchit, on est déconnecté, on n'a pas de compte à rendre sur la pensée que l'on va développer. Et si elle génère des choses intéressantes sur la forme de la sérendipité, alors peut-être l'entreprise peut s'en saisir. Mais il faut que d'emblée, tout le monde soit au clair sur les critères de départ de ce genre de démarche. Et j'ai eu des retours vraiment intéressants qui sont aussi liés à l'état, au constat global d'un malaise général. Et les entreprises, elles fonctionnent dans la société, elles peuvent pas s'extraire de l'absence d'une montée d'absurdité qui concerne la pensée au sens philosophique, mais aussi la pensée purement matérielle. C'est-à-dire, il y a des gens qui prennent des mauvaises décisions, il y a des choses banales, des réflexes complètement basiques qui ne sont plus pris aujourd'hui et qui mènent à des mauvais choix. Donc c'est ça, c'est même l'intelligence basique qui est. Il n'y a plus de bon sens. Donc, il y a un tel tsunami que tout le monde est obligé de réfléchir à nouveaux frais. Et je pense qu'il y a un espace pour cette question de somme. Et vraiment, je vous assure, j'ai même eu une interview d'une revue qui s'adresse à des grands patrons et où j'ai vraiment été interrogé sur cet angle-là et j'ai vraiment eu un retour tout à fait intéressant. Je vais d'ailleurs participer à Citeco, qui est un grand festival de l'économie qui a lieu en printemps, là, dans le 17e, et sur ce thème-là. Alors, deuxième grande institution, et là, vraiment, je parle sous le contrôle de Françoise Nyssen, c'est l'école. C'est l'école, évidemment, qui est... l'école, si mon discours est vraiment démocratique, s'adresse à tous, c'est vraiment le peuple, ça doit passer par l'école. Ça peut pas être seulement les familles qui transmettent l'esprit d'Ossium. L'école républicaine est notre ressource, elle est notre acteur majeur. L'école, depuis 20 ans, 30 ans, est soumise à une pression inimaginable de la société qui lui demande d'être utile, de transmettre des savoirs utiles, de répondre à l'angoisse des parents bien légitimes qui veulent que leurs enfants aient des jobs après le... Mais l'école ne s'intéresse plus à ce qui faisait le cœur de l'invention de l'école dès le 19e siècle, former des êtres humains, former des gens qui sont capables de penser et de pouvoir s'adapter à tous les changements. Et peut-être que notre époque a plus besoin que jamais de gens qui peuvent s'adapter à des changements, s'adapter pas au sens de l'utilitarisme marchand, s'adapter au sens où on va garder nos critères humains pour pouvoir les faire résister à ce qui arrive. Je pense que, pour reprendre ma comparaison avec Trump, l'Europe, là, eh bien, elle est face à un défi. Si elle veut garder ses valeurs, elle doit s'émanciper définitivement du modèle consumériste néo-religieux américain et de la prédation violente poutinienne. Donc, voilà, c'est parfait. On l'a en stéréo. On a deux sources de servitude, chacun dans sa sphère, mais qui sont des servitudes. Eh bien, voilà, il faut se réveiller. Et l'école, eh ben, j'ai mis mes mains dans le cambouis, avec Françoise Nyssen d'ailleurs. Pendant 8 ans, on a été dans ce qui s'appelait le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle. Alors, ça a l'air vraiment d'un ovni. Et on a essayé de défendre l'idée que l'art à l'école, ça pouvait être un peu cet Ossium, on l'a pas dit tout de suite, hein, moi j'ai découvert en même temps. C'est-à-dire l'art, ça peut pas être récupéré dans une utilité. Une œuvre, vous pouvez jamais la réduire à une utilité, à une signification. Une œuvre, si c'est une œuvre, si elle traverse les siècles, sa puissance, elle se traduit par le fait qu'elle n'est pas récupérable, qu'elle n'est pas limitable à un sens. Elle peut être réinvestie par la richesse de chaque époque, de chaque individu. Et donc, introduire l'art dans un milieu où l'utilitarisme règne en maître, où les gosses devant leurs profs disent « Oui, monsieur, c'est bien joli ce que vous m'apprenez sur Michel-Ange, mais ça va me rapporter quoi ?» C'est ça que doivent supporter les profs. Eh bien, l'éducation artistique, on a essayé, voilà, on a pris notre petit socle et on a réussi à créer un enseignement d'histoire des arts qui est pas du tout un enseignement académique, de savoir, d'érudition. Il y a des transmissions de connaissances, mais elles sont toujours articulées sur la sensibilité des gosses, sur l'émotion artistique. Donc c'est une espèce de prototype, une sorte d'utopie
qui est au cœur des institutions scolaires, ça existe, mais 3 ans après sa création, on a retiré l'épreuve au brevet, qui était la seule façon d'inciter les profs à enseigner. Donc, ça existe, mais ça existe dans les lycées, dans le 7e arrondissement, dans des endroits vraiment à la pointe. Je parle même pas de l'école des possibles à Arles, qui sont des pointes avancées de la résistance osiomique. Mais voilà. Donc, comment est-ce que l'école peut faire? Je pense que peut-être un peu moins d'écran. Commençons par ça. Il y a une ambiguïté absolue de l'école par rapport aux écrans, qui règlent bien des choses, qui sont évidemment du temps gagné, etc., mais qui envahissent nos quotidiens, et notamment le quotidien des parents avec Pronote, de cet écran envahissant qui induit un mode de pensée qui nous a toujours fait horreur avec François, qui est le mode de pensée de classification. C'est-à-dire les notes, c'est classifier des gens, classifier des intelligences, c'est fixer dans le marbre à un moment où tout est possible des sentiments d'infériorité qui ensuite vont faire des ravages. Donc déjà, évidemment, intégrer un mode de pensée osiomique, réintroduire en fait ce qu'on appelait avant les humanités, mais les humanités d'aujourd'hui, les humanités qui sont enrichies notamment de tout le travail que vous faites entre le Nord et le Sud, mais une école qui réapprend le moment présent avec un papier et un crayon. Il faut bannir les écrans, il faut réintroduire le hic et nunc dans l'école, parce qu'on sait bien que dans les devoirs, ils sont sur ChatGPT. Eh bien, donc l'essentiel de l'attention scolaire doit être concentré dans le moment où il y a le prof, les élèves, la collectivité, la communauté éducative, au moment où elle se vit, dans ce moment incroyablement précieux où les énergies circulent et on est attentif. Voilà, c'est des choses simples. Revenir au papier et éliminer le maximum d'écran. Si on fait ça déjà, concrètement, c'est des choix politiques. Donc il faut que dans le débat public, il faut faire le siège des ministères. Il faut régulièrement, dans ma carrière, là, j'ai déjà été 2 fois conseiller ministériel. Peut-être je reprendrai du service une 3e fois. Quand j'ai été dans le cabinet de Françoise Nyssen, elle m'avait présenté comme le conseiller de l'otium. Bon, alors c'était très ambitieux. Ça n'a pas duré très longtemps, mais au moins il y a eu il y a une petite tentative, quoi. Donc voilà, hein, on va reprendre les choses où on les a laissées. Comment est-ce que tu appliques ça à la pratique? On a aussi beaucoup défendu la pratique justement par rapport à cette question de l'école, faire les enfants acteurs de leurs apprentissage. Alors, la pratique des arts. La pratique des arts, je dirais, il y a un mot que tu aimes beaucoup, Sarah, qu'on aime beaucoup, c'est le mot protagoniste. Au fond, l'otium, il se définit aussi par cette idée qu'on rend les gens acteurs de leur destin, qui ne sont plus passifs, qui ne sont plus pensés par des choses qui leur viennent de l'extérieur, qui sont capables de réfléchir, de métaboliser les connaissances et ensuite d'agir concrètement. On a parlé du bénévolat, mais dans le domaine artistique, c'est extraordinaire parce que là, on a une sphère où les gens peuvent rencontrer des artistes, voir l'œuvre en train de se faire, aller dans des musées, dans des lieux patrimoniaux, rencontrer, dialoguer avec les œuvres, discuter avec des gens qui savent, partager, et puis ensuite on peut faire. On peut soi-même développer sa sensibilité, sa créativité, on peut chanter, on peut écrire, on peut dessiner. Donc voilà, on a une espèce d'objet parfait. Mais là aussi, c'est presque un exemple parfait aussi du travail qui reste à faire, parce que l'éducation artistique, tout le monde dit ah oui c'est génial, tous les ministres ont des conseillers, etc. Sauf que ça reste la dernière roue du carrosse. C'est finalement le dernier truc, parce que c'est pas utile, ça rentre pas dans les cases en fait. Donc il y a un double boulot, convaincre de l'importance de l'éducation artistique, mais peut-être aussi en même temps, peut-être avant aussi convaincre que la pensée qui est derrière ça est une pensée qui est directement reliée au destin de la démocratie. Bien sûr. On va prendre Anne et puis on va... Je n'ai pas de questions, ça ira très vite. Je ne sais pas comment faire pour augmenter le son. Je n'ai pas de questions, juste une réflexion. Merci énormément pour cette occasion de nous donner l'opportunité de revenir aux fondamentaux, aux origines de la culture européenne en Grèce. Merci à Madame Françoise Nyssen d'être présente. C'est un honneur, vraiment. C'est tout simplement que il y a 3 choses qui m'intéressent. Connais-toi toi-même, la pensée, qu'est-ce que c'est, et aussi ce mot, le temps libre. J'ai 3 réflexions. Les fondamentaux, qui suis-je? Comme disait Descartes, je pense donc je suis.
Je suis un être qui pense. Mais qu'est-ce que c'est cette pensée? La pensée, d'après ce que j'ai découvert, c'est tout simplement le résultat de toute une agrégation de souvenirs, d'apprentissage, de connaissances, de mémoire, parfois de traditions passées. Donc, quand nous pensons, il y a ce beau mot-là qu'on utilise souvent en ce moment, il faut savoir se projeter. Quand nous pensons, nous projetons la mémoire du passé. Donc, la pensée ne produit pas du nouveau, elle est toujours vieille. Et là, nous voulons aller vers un monde nouveau. Comment est-ce possible de le faire avec une vieille pensée? Connais-toi toi-même, je pense, et ça m'est arrivé. C'est vrai que j'étais très jeune, on me dit, mais quelle arrogance, comment à tel âge ça a pu t'arriver? Quand on a une soif de vérité, et ça c'est quelque chose qui m'a habité depuis l'enfance, qui m'a permis très jeune de comprendre le caractère répétitif et d'imitation de la croyance. Donc très jeune, à 14 ans, j'ai dit à ma famille, quand vous priez, moi je sors, parce que je veux apprendre, et j'ai le courage de ne rien savoir et d'avancer nu. Nous avons du mal à faire face à notre nudité dans cette vie. Nous avons toujours besoin d'avoir des concepts, des connaissances, une mémoire qui nous permet, un beau costume qui nous permet d'avancer face aux autres, plein d'une richesse que nous n'avons pas, parce qu'en fait, l'intériorité est en jachère. Donc, connais-toi toi-même, permet que tout cet amas de pensées qui est le résultat de tes expériences positives ou négatives, quand tu fais face à un événement qui est neuf, tu ne projettes pas, comme sur un écran de cinéma, comme sur les parois de la caverne de Platon, tu ne projettes pas des ombres et tu ne prends pas ces ombres-là pour la vérité. Les ombres sont la réalité et en grec, le mot réel, la réalité n'est pas forcément la vérité. Donc, nous avons une projection la plupart du temps de choses passées. Et ça, c'est très important. Donc là, vous parlez d'otium et vous parlez de temps libre. Mais si vous dites temps libre, la réponse à votre quête est dans ce mot-là. Pourquoi, par quel mystère, celui qui est intelligent, nous, êtres humains, a décidé qu'il y avait un temps libre et un temps non libre. Donc, nous acceptons notre servitude. Donc, ce temps que nous acceptons, qui n'est pas libre, comment se fait-il que si nous sommes intelligents, que pendant ce temps non libre, nous cessons d'exercer cette intelligence? Et l'intelligence est libératrice. Donc, si nous acceptons d'être prisonniers, nous ne sommes pas intelligents. Alors, non. Je pense qu'il faut... Ah, on prend peut-être en même temps... Oui, Anne. Ça fait beaucoup de... J'ai envie de réponses. Non, c'est pas... C'est intéressant parce que c'est un débat en plus. Juste une réponse sur cette question, temps libre, temps non libre. C'est pas parce qu'on a du temps qui n'est pas libre qu'on est dans la servitude. Nous avons besoin de travailler pour gagner notre indépendance matérielle. Le travail est... Oui, mais non, ce qui est intéressant, c'est que quand on a gagné notre indépendance matérielle par le travail, quand il y a des droits sociaux qui respectent notre dignité et nous offrent des congés qui sont du temps libre, ce temps libre, nous pouvons en consacrer une partie aux loisirs intelligents. Moi, j'ai pas de problème avec cette idée qu'il faut... La vie est complexe, nous sommes des êtres physiques et mentaux, nous devons pouvoir combler nos besoins physiques et la meilleure façon de le faire, c'est l'indépendance que nous donne le travail, c'est ne pas être dans la servitude d'une économie mafieuse qui nous donnerait de quoi vivre et qui nous le retirerait au moment où... Le travail est quand même dans l'histoire humaine un travail salarié défendu par des lois sociales respectueux de la dignité et là, dans l'histoire humaine, la meilleure façon de rendre le maximum de gens autonomes. Simplement, dans ce temps libre, nous devons décider d'en utiliser une partie pour continuer à muscler notre intelligence et pas se dire que parce qu'on a un diplôme, parce qu'on a été à l'école, on a rempli le contrat. Non, cette nécessité d'intelligence, elle est constante. Et là, je vous rejoins complètement dans ce que vous dites. L'intelligence, c'est pas quelque chose qui est une accumulation de connaissances mortes. L'intelligence, telle qu'on peut la réinvestir, en tout cas aujourd'hui, telle que je l'entends, c'est l'intelligence en action. C'est une intelligence qui est riche des connaissances qu'on a accumulées, mais c'est l'intelligence des sens.
C'est l'intelligence qui est non verbale. On comprend bien ce qu'on dit quand on est intelligent face à quelqu'un. On a l'intelligence d'une personne. C'est-à-dire qu'on est rentré dans ses raisons, qu'on a essayé de la comprendre, qu'on est dans une empathie et qu'on va essayer surtout. Et là, je pense que la leçon grecque est un viatique indépassable. C'est que nous devons considérer que la rationalité, le travail de rationalité reste le plus important parce que il y a la raison quels sont les moyens d'accéder au réel? La raison, les passions. Les passions, c'est un extraordinaire moyen d'accéder au réel et nous devons les développer et nos passions sont quelquefois ce qui nous porte le plus haut. Sauf que nos passions, elles sont individuelles et elles sont en concurrence avec les autres. Et ma passion, elle sera toujours supérieure à celle de l'autre. Et donc, un débat fondé sur les passions, ça ne peut se terminer que par celui qui a la passion la plus forte. Le travail de la rationalité grecque, l'enquête philosophique, le refus du dogme religieux, traditionnel, c'est l'idée que par le travail de la raison, nous sommes tous à égalité et nous devons faire chacun cette enquête loin de nos passions pour essayer de voir où est le vrai, qui n'est jamais figé, mais à partir de cet accord sur le vrai, nous avançons. Donc il y a une avancée, une révolution dialectique qui est majeure et qu'il ne faudrait pas balancer avec le bébé, avec l'eau du bain. Et c'est ça qui est le malheur de notre temps, c'est qu'on considère que cette rationalité-là, elle n'a pas rempli tous ses espoirs. Et le XXe siècle est rempli de monstruosités qui sont irrationnelles, qui sont des coups de canif dans ce contrat grec, qui ne sont pas les conséquences de cette rationalité, qui sont le coup de canif. Et nous sommes dans un monde de plus en plus absurde parce que cette vérité-là est considérée comme une opinion et que les passions sont considérées au même niveau que le travail de la raison. Donc il faut quand même replacer l'exigence que j'ai vis-à-vis de ce loisir intelligent avec ces grands enjeux-là. Et nous n'avons pas d'alternative. Si nous considérons que c'est un choix parmi d'autres, nous exposons à la violence. Parce que il n'y a pas d'alternative au débat rationnel, respectueux de la dignité. C'est la violence du plus fort, c'est le droit du plus fort, c'est celui qui va imposer son arbitraire. L'arbitraire, c'est la volonté qui n'a pas de raison. Donc, méfions-nous à considérer que cette raison est finalement chargée de beaucoup de passifs et que nous pourrions nous en passer. Je pense que c'est le défaut de raison qui nous a menés là. Je pense que c'est le défaut de raison qui nous a menés dans les politiques d'environnement. C'est la raison sélective, la rationalité sélective qui nous a dit la raison c'est ça. Et voilà où nous en sommes. La Terre se venge. Elle dit non, la raison c'est pas ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, je dirais il y a un surcroît de travail, mais qu'il faut articuler vraiment à l'expérience. Et là, je vous rejoins complètement. Et nous avons beaucoup à prendre du Sud, qui peut-être valorise plus l'expérience, qui valorise plus cette sensibilité, cette intelligence du cœur. Peut-être nous devons, pour reprendre le chemin de la grande raison humaine, nous devons peut-être aller voir ce qui se passe de ce côté-là. C'est intéressant, dans les prochaines sessions, nous aurons aussi des témoignages du Sud qui viendront alimenter cette réflexion. Anne, à toi. Merci pour cette dose d'osium. Et justement, ça fait la transition avec la question que j'avais. Vous parliez d'aller voir ce qui se passe au Sud. Vous avez dit, si j'ai bien compris, que voilà, c'est dans l'osium, c'est aussi le temps libre qu'on recherche de tous. C'est aussi associé à des lois sociales qui permettent des congés, des RTT, etc. Quid d'autres pays, je pense aux Japonais, aux Chinois, aux Américains qui ont peu de vacances, enfin, c'est de façon très concrète, qu'on peu de temps à dégager. Si vous avez un peu analysé, enfin, ou échangé avec vos homologues dans d'autres pays pour savoir si ce concept, il résonne aussi dans d'autres contextes, alors européens ou bientôt peut-être au Sud, on aura l'information. Je suis au début de l'enquête, en fait, pour tout vous dire. Et là, c'est maintenant que ça commence à être intéressant. Et effectivement, j'ai un fort tropisme italien. Mais bon, l'Italie, je prends pas trop de risques, c'est le pays original quelque part et où il y a encore cette forte culture humaniste, osiomique, et où pourtant, on voit ce qu'il en est dans les choix politiques, on voit que effectivement
l'économisme a régné depuis Berlusconi. Là, maintenant, on est dans une expérience d'extrême droite. Donc, il n'y a pas de règle. Je dirais, le critère, c'est le niveau de servitude. Vous parlez, pour prendre des comparaisons comparables, entre guillemets, avec des démocraties, le Japon. Effectivement, le modèle social japonais, on le sait, est aux antipodes d'une autre, en termes de congés, en termes de démocratie de l'entreprise. Là, on voit bien que on est dans un mode de pensée qui ne ménage pas beaucoup de place au libre arbitre. Alors, s'il y a des Japonais qui m'écoutent, je pense que je vais avoir beaucoup de protestations. En tout cas, qu'ils ne le prennent pas de la même façon. Je pense qu'il y a un génie de l'Orient dans le rapport à la conscience individuelle, dans le rapport à la quête de sagesse qui est peut-être un peu détaché de l'individu, qui recherche plutôt une harmonie générale et qui, pour le coup, peut s'accommoder de systèmes juridiques qui, dans le monde du travail, nous paraissent vraiment en retrait par rapport à notre niveau de liberté. Et si le point d'observation, c'est quelle est la possibilité d'otium dans ces pays-là, là, pour le coup, je serais vraiment intéressé d'en discuter avec eux parce que il y a une tradition, je le redis, en Orient, qui à maints égards fait écho à cette quête de sagesse, à cette quête désintéressée, à ce rapport au temps, une sorte de temps absolument dense, profond, un temps comme immobile, qui peut leur paraître bien supérieur à notre quête d'un temps hic nunc. Et je suis sûr que là aussi, on aurait intérêt à vraiment essayer de chercher ce qui nous rapproche, les points d'intersection, plutôt que ce qui nous oppose, parce que je pense qu'il faut, là, au point où nous en sommes, il y a un point de basculement, je pense, dans l'histoire de l'humanité qui se joue maintenant, où la quête de sagesse n'est plus facultative, elle n'est plus un gros mot. Elle doit vraiment reprendre les choses à zéro et faire son miel des meilleures traditions, en fait. Je pense que la démocratie peut être inspirante parce que elle est un système qui a réussi à inscrire dans les institutions, dans l'état de droit, cette dignité humaine et cette possibilité de choisir au fond ses gouvernants, avec tous les problèmes que l'on sait, avec tous les détournements, avec les déceptions. Malgré tout, ça reste un point de référence. Mais on voit bien que ça ne suffit pas. Non. Ça ne suffit pas. Ce modèle-là ne suffit pas à préserver ce qui était son ADN, qui est comment vivre plus humainement. C'est-à-dire pour les Grecs, ça allait ensemble, même s'ils ne remplissaient pas le contrat puisqu'ils étaient esclavagistes, on le sait. Mais au moins, il y avait cet horizon humain qui était absolument lié à cette reconnaissance de la puissance de la raison et cette reconnaissance de la démocratie. Et ça, on voit bien qu'on n'y est plus. Donc, il faut se remettre à travailler, il faut se remettre à penser, en fait. La démocratie électorale ne suffit pas. Absolument. Je vais prendre, je sais pas si ça marche. Oui. Je prends quelques questions en ligne. Il ne reste plus qu'une petite vingtaine de minutes et je ne voudrais pas qu'on délaisse nos auditeurs. Peut-être une première question qui se situe autour de renoncement. L'otium ne présuppose-t-il pas une forme de renoncement au matériel en particulier, y compris de carriérisme en milieu professionnel, pour pouvoir s'extraire d'un prêt-à-penser qui nous installe dans un confort susceptible de concurrencer le confort qu'offre l'otium? C'est une longue question. Oui, non, mais en fait, ça fait référence à ce que j'ai pu observer après le Covid, où on a vu qu'il y a eu un petit moment, une sorte de printemps du monde du travail, et en tout cas pour l'emploi. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment beaucoup de postes, et on a vu une nouvelle génération d'employés, de salariés qui discutaient au moment du contrat en considérant qu'ils ne voulaient pas être seulement rémunérés avec du salaire, qu'ils voulaient aussi une qualité de vie, ils voulaient du temps pour eux. Et ils voulaient du temps pour faire des césures, ils voulaient du temps pour peut-être faire 6 mois, faire le tour du monde. Enfin, c'était plus des choses qui étaient complètement décalées. Et comme il y a eu ce petit moment qui a duré 3-4 ans, les entreprises ont quand même dû se mettre au diapason. Là, on sent une espèce de reflux parce que, effectivement, il y a du chômage, donc ce genre de discours est moins audible. Mais je pense que il y a la jeune génération, les trentenaires, quarantenaires, il y a peut-être une partie qui considère que son
sa qualité de vie importe et que cette qualité de vie n'est pas uniquement rabattable à des questions matérielles, qu'elle suppose aussi un type de bien-être au sein de l'entreprise, un type de reconnaissance, une forme de hiérarchie qui n'est pas la hiérarchie très française bottom-up, mais qui est plus soucieuse et qui est sincèrement plus respectueuse des ressources de chacun, quelle que soit sa place dans l'organigramme. Donc voilà, ce sont des petits signaux qui font que je pense, à mon avis, les entreprises sont très différentes les unes des autres, et le choix de l'entreprise, d'ailleurs pour un emploi, compte aussi la culture de l'entreprise quand le candidat peut choisir. Je pense que ce sont des éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc il y a peut-être un petit frémissement, mais malheureusement, on voit bien qu'on va vers la crise, il y a une incertitude, et là, le monde économique va se replier sur ses fondamentaux bêtes et méchants. Et je pense que ces éléments-là vont apparaître comme une sorte de luxe et qui risquent de nouveau passer à la trappe. Donc voilà, je suis modérément optimiste. Alors, on a une autre question à propos du silence. Le silence est une condition favorable ou nécessaire dans la pratique de l'otium? Votre micro est éteint. Alors, c'est un point intéressant parce que j'aurais pu détailler, au fond, la façon concrète de faire de l'otium pour les anciens, qui peut nous inspirer. Ils appelaient ça les exercices spirituels. Alors, les exercices spirituels sont bien à comprendre de façon laïque. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les exercices spirituels ont été ensuite appropriés par l'Église. Ignace de Loyola a parlé des exercices spirituels chrétiens, mais avant, ce sont des exercices de l'esprit, donc qui renvoient à l'exercice sportif. On exerce son corps, on exerce son esprit. Et dans les exercices spirituels, il y a toute une série d'exercices très concrets dans lesquels le silence est un élément, mais c'est surtout, le point de départ, c'est le souci de la parole vraie. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de faire la clarté en soi, dans ses idées, par rapport à l'exigence de vérité et d'authenticité. Et une fois qu'on a réfléchi dans le silence, donc on a fait cette méditation, cette réflexion, vient le moment de la conversation, de la prise de parole, et le critère, c'est l'authenticité. C'est un exercice réussi est un exercice où on a été vraiment authentique, on a dit une parole vraie. Toute dissimulation, toute insincérité est la preuve qu'on n'a pas du tout progressé. Et il y a d'autres exercices comme l'écriture. Alors la lecture est aussi l'exercice roi. Pas une lecture utilitaire où on lit pour apprendre des choses et pour acquérir une culture qui a sa valeur, qui a sa légitimité. La lecture des anciens est une lecture qui renvoie à une culture d'abord orale. Et c'est là que le rapport avec le Sud est précieux. Platon se méfiait de l'écriture, bizarrement. La pensée antique, la philosophie des premiers âges est d'abord une philosophie en acte. C'est comment bien vivre, comment concrètement améliorer ma vie. L'échange d'idées se passe dans le dialogue. Les premiers écrits philosophiques sont des dialogues platoniciens. Ce sont des dialogues, ça nous paraît très bizarre d'ailleurs, parce que on se dit quelquefois que ça tombe à plat, parce que c'est leur mode de transmettre moins des connaissances qu'une façon de rentrer dans les exercices qui nous mènent à cette sincérité. Et du coup, la lecture est une lecture où on métabolise ce qu'on lit. C'est-à-dire, on lit une phrase et puis on s'y arrête, on réfléchit, on dit « Ah, je suis pas d'accord avec ça ». On prend des notes. On a des notes. Et c'est là que je rejoins la question des écrans. C'est-à-dire qu'évidemment, avec un écran, on est dans un type de lecture qui est une lecture beaucoup plus imposée, beaucoup plus... au XVIIIe siècle, on aurait parlé de mesmérisme. Le mesmer, c'était un espèce de charlatan qui traversait l'Europe et qui faisait croire aux gens qu'il les comment on appelle, les hypnotisait, voilà. Il les mesmérisait. Et en fait, par l'écran, on est dans une position de servitude, en fait, par la façon dont ça défile. Alors que avec un texte, avec un livre, moi, je préfère pas vous montrer mes livres parce qu'ils ressemblent à rien. J'écris dessus, je les traite dans tous les sens. Ils sont la trace du travail. C'est pas seulement une lecture passive. Et je pense que réapproprier la matière, et c'est pas devant une éditrice que je vais dire dire le contraire. La matière livre, l'objet livre. Tu vois, depuis, je sais pas, 6000 ans, on n'a rien inventé de plus performant qu'un livre. On peut le tenir dans sa main, on peut l'emmener partout. C'est un bel objet, c'est un objet amical.
il y a une sensualité. Les livres d'Actes Sud sont des livres qui sont soignés. Je suis contente d'être venue, François. Même la couleur du papier, qui est délicatement crème. Non, voilà. Non, n'importe quel livre, même un très mauvais livre, et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on peut faire, les objets de l'Otium peuvent être très mauvais. On peut regarder une série débile. Ce qui compte, c'est ce que ça va vous apporter en termes de progrès. Moi, j'ai appris plein de choses en regardant comme un imbécile pendant 3 ans Downton Abbey. Ah, moi aussi. J'ai appris plein de choses sur la société anglaise, sur les inégalités, etc. Voilà, donc tout ça pour dire que, et je pense que le livre a une supériorité dans tous ces exercices, qui est que ça peut vraiment être l'ami de ce cheminement, qui est un cheminement de connaissance de soi, connais-toi toi-même. C'est la connaissance de soi et connaissance aussi de ses limites. Et des limites qu'il faut déplacer, de ses blocages, de ses dogmes, de la pensée d'un autre. Écouter un autre, lui laisser le temps, parce que c'est une écriture et que on peut l'interrompre, mais on peut le reprendre. Donc voilà, l'exercice spirituel, et donc l'Otium par essence, par excellence, je dirais, c'est la lecture d'un livre dans le silence. J'ai peut-être une autre question que je trouvais intéressante aussi, peut-être pour conclure, parce que bientôt oui. Je parle trop. Je suis même s'il nous reste quand même 13 minutes. Donc, bon. À toi de jauger un peu. Et on a la question d'Alphonse. Peut-être Alphonse commence et je terminerai avec ça. Oui, bonsoir, Alphonse du campus. Merci. Je voudrais juste revenir sur un point, mais avant de ce que j'entends du opium. Moi, vous pouvez dire opium si vous voulez. Pour moi, personnellement, je relie à la méditation et à la pleine conscience. Et la façon dans la pleine conscience, on apprécie chaque moment, instant de ce qu'on fait, et tout ça, et on n'est pas oppressé par le temps. Voilà, ça c'est une chose. Mais c'est juste le point, l'optium au côté collectif, au niveau collectif, et la Marjolaine a parlé, mais comment est-ce qu'on peut faire pour manager, pour insérer la notion optium dans l'entreprise, de manager ça, des espaces de réflexion, de pensée. Et vous avez répondu, oui, c'est très intéressant de créer ces espaces-là, de ces créneaux, mais ça peut aussi créer de la contestation. Ça veut dire que ça peut, à force de penser, ça va arriver à la contestation, à la révolution, et puis couper les têtes, et ça y est, on va finir par... Non, mais je veux dire, mais ça veut dire que la pensée, c'est très intéressant, mais au début, ça fait une grosse masse, et puis là, vous savez, après, je me demande si c'est pas volontaire de canaliser un peu ça, et d'être un peu dans notre façon de boulot métro dodo, écran, mail, voilà, et on est dans on est dans ce canal-là. Et c'est mieux aussi de gérer ça que d'être dans ce sens-là. Mais je pense que les entreprises peuvent créer ces bulles de temps et des lieux peut-être. Alors, s'il y a assez d'espace dans l'entreprise, créer des lieux qui sont identifiés comme des lieux d'Otium où les discussions qui ont lieu, à la limite, n'ont rien à voir avec l'entreprise. Peuvent être des discussions qui portent sur des sujets qui peuvent être variés, mais qui peuvent être aussi concentrés sur un sujet précis où on progresse, où on invite peut-être des gens à discuter de l'extérieur, hein, c'est ce que j'ai fait déjà. Peut-être des lieux où il y a des livres. C'est une façon de résister, ça aussi, au règne du tout-écran. Des lieux où on peut voir des gens, soit qui conversent, soit à des moments donnés, les gens vont lire. Donc ça s'appelle une bibliothèque, hein, mais c'est pas mal de relancer ça. Ce que dit Alphonse, je crois, c'est que, peut-être que j'ai pas bien compris ton propos, mais c'est que on ne crée pas ces lieux volontairement pour éviter qu'il y ait trop de contestation. Moi je pense que là je serais plus optimiste. Je pense qu'il y a une telle pression sur le management et sur son inefficacité, le management bête et méchant, qu'il y a beaucoup de responsables d'entreprises qui sont prêts à envisager d'autres solutions qui intègrent ce désintéressement. Et évidemment, il a de la valeur si c'est du temps qu'on offre en plus aux gens sur leur moment de travail. Donc ça, c'est peut-être compliqué. Les gens vont dire, vous m'offrez 1 heure de plus, mais moi, cette heure-là, j'ai envie d'aller la passer ailleurs. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire confiance à un mot qui est peut-être un gros mot aujourd'hui, c'est la bonne volonté. Et la bonne volonté, il faut être deux. Dire c'est de part et d'autre. S'il y a une bonne volonté de la part de la direction,
avec cette démarche-là, cette relation-là, cette ouverture de débat-là, il faut qu'en face, les gens jouent le jeu. Mais cette utopie-là, elle est évidemment acceptable que dans des situations où les problèmes sociaux sont réglés. Je veux dire, c'est évident que si j'étais face à un syndicaliste et qui me décrivait une situation où il faut se battre vraiment pour faire simplement respecter les conventions collectives, etc., mon discours sur l'otium, je pense que ça va beaucoup l'énerver. Et je le comprendrai et je lui donnerai raison. Donc, c'est comme pour l'individu. Il faut avoir réglé, stabilisé, parce qu'ils sont jamais réglés, les problèmes matériels. C'est-à-dire, à un moment donné, on se dit, OK, c'est pas parfait, mais on est d'accord, le matériel est réglé, on va pouvoir s'intéresser à l'immatériel. Souvent, l'otium, il faut d'abord gagner son indépendance matérielle. C'est pour ça que cette réflexion-là, elle peut paraître extrêmement violente pour des gens qui sont dans l'urgence, pour des gens qui sont dans la survie. Évidemment, un discours sur l'otium pour une mère de famille qui est seule, qui doit se battre, c'est presque une violence pour elle, que je lui dise tranquillement, moi en plus, qui bénéficie de cet otium puisque je suis chercheur. Donc, évidemment, cette réflexion-là, elle n'est possible, elle ne s'adresse qu'à des gens, et je pense qu'ils sont nombreux dans notre société quand même, c'est une société de la redistribution, où il y a quand même des droits sociaux importants, où il y a en tout cas une presse libre qui peut dénoncer, etc. Je pense qu'il y a une majorité de gens qui sont dans cette sphère de bien-être matériel, où ils peuvent commencer à réfléchir à leur plus-value mentale, mais une plus-value mentale qui n'est pas seulement du développement personnel, qui est une plus-value pour le bien commun. Et ça peut commencer dans l'entreprise, je crois. Mais ça, c'est délicat, ça suppose beaucoup de bonne volonté, beaucoup de délicatesse. Là aussi, c'est un autre gros mot, la délicatesse. Bon, ce sujet-là, il suppose beaucoup de délicatesse. Les gens se mettent à la place des autres, utilisent les bons mots, ne choquent pas. Les gens peuvent être d'accord avec vous, mais vous pouvez avoir un mot malheureux, une phrase qui ne va pas, et vous avez perdu le contact, et puis les gens vont plus être d'accord avec vous. Et c'est cette fragilité-là qu'il faut intégrer dans cette discussion. Oui. Et surtout après le Covid, de plus en plus de générations, notamment les jeunes, on se refuse certains emplois, on va dans des emplois, on sait qu'on va se sentir à l'aise, et là, la présence de l'otium peut être importante, je pense. Si une boîte dit voilà, nous, on va développer de l'otium, on va inviter Jean-Miguel Pied, vous lisez ses bouquins, vous lisez ses articles qui sont gratuits en ligne, on va s'inspirer de ça, voilà, on va tester. Peut-être ça peut faire boule de neige et peut-être que les gens vont se dire ah bah oui et du coup on aura gagné ce fameux pari sémantique. C'est-à-dire le mot sera devenu un mot passe-partout qui permettra la critique de dire bah un peu moins de négoce. On fait du négoce, ok, on est dans une boîte, il faut faire du fric, très bien, mon salaire, ok, le négoce, mais on n'est pas obligé forcément de consacrer tout notre temps à ce négoce. Moi je suis très très fasciné par l'idée du juste milieu. J'ai fait ma thèse sur un moment de l'histoire politique début du 19e siècle, un régime très détesté qui s'appelle la monarchie de Juillet. Et ben, ce moment-là, c'est un moment assez étonnant, plein de choses horribles, mais des choses assez fécondes. Il y a ce souci du juste milieu, essayer de trouver la bonne voie entre l'ancien régime, la révolution. Voilà, la vérité est un peu au milieu. Ben, je pense qu'une part de la sagesse grecque, c'était ça, de dire voilà, les passions, la raison, ok, la vérité, c'est plutôt au milieu. Et je trouve ça excitant de chercher, d'essayer de voir dans chaque situation où est le juste milieu. Peut-être la dernière petite question qui est posée par Djibril Noël, qui est étudiant à l'Institut des sciences halieutiques de l'Université de Douala, qui nous demande qui te demande d'ailleurs, existe-t-il une méthode pour occuper intelligemment son temps de façon à impacter son entourage? Oh là, le mode d'emploi. Ça déjà, ça. Non, je rigole. Ben, je pense déjà, oui, mais déjà identifier tout simplement un temps dans la semaine, une demi-heure, commencer par une demi-heure, pour se dire voilà, ça va être une demi-heure d'otium. Je sais pas trop ce que c'est, mais j'ai à peu près compris. Il fallait être un peu détaché, il fallait pas être dans l'utilitarisme, peut-être essayer de comprendre, progresser, peut-être lire un livre un peu difficile, etc. Moi, je trouve que le meilleur exemple qui m'a vraiment fasciné, ça nous ramène au livre, c'est les expériences qui ont été menées, qui sont menées d'ailleurs dans beaucoup d'établissements scolaires, qui s'appellent la demi-heure de lecture hebdomadaire. Il
Ça dépend, c'est très variable d'une académie à l'autre, mais il y a beaucoup de collèges qui l'ont mis en place, notamment en Bretagne, et c'est visiblement assez exemplaire, où, à un moment donné dans la semaine, en général, c'est une demi-heure au début de la semaine, tout le monde lit. Tout le monde, c'est-à-dire les élèves, les profs, les gens qui sont à la cantine, la secrétaire administrative ou le secrétaire administratif, la directrice, tout le monde lit ce qu'il veut, mais pendant une demi-heure, tout s'arrête. Et c'est littéralement un moment d'osium, parce que ce moment-là, après, les gens en discutent. Ils discutent de leurs livres. Au début, les gosses, ils amènent des mangas. Chacun amène le livre qu'il veut. Au début, ils amènent des mangas. Comme il faut en discuter, ils ont un peu la honte par rapport aux copains, donc ils amènent des bouquins un peu plus sérieux. Et ensuite, le livre devient un objet de discussion qui n'a rien à voir avec les cours. Et donc là, on est vraiment dans cette partage, cette réflexion collective, où à partir d'un objet vraiment personnel, à partir d'une lecture silencieuse, mais en groupe, et Dieu sait que les ados ont besoin de faire des choses en meute, ils voient le voisin lire, bon ben on va lire aussi, donc il y a un fait d'entraînement vertueux. Et ben voilà, ça ne coûte rien, c'est juste un moment qu'on décide d'identifier, qu'on décide de consacrer, de sacraliser, de ritualiser. Et ben voilà, on a notre cadre, on a notre mode d'emploi ossiomique. Et ça, on peut le reproduire à titre individuel dans sa semaine à soi. On se fait ça. Mais des tas de gens le font. La demi-heure, on médite, on est en pleine conscience. La demi-heure de yoga. Moi, je pense que l'osium, c'est quelque chose en plus. C'est-à-dire, on est en pleine conscience, on est en adéquation avec soi-même. Le critère, pour moi, c'est quand même on progresse en discernement. On en sait un peu plus, on a compris. Peut-être ça peut passer par la pleine conscience pour certains. Mais voilà, peu importe, à la limite, déjà être dans cette déconnexion, ce désintéressement et cette réappropriation du temps dans notre quotidien. Et ben, si déjà on peut faire ça, c'est un très bon point de départ. Hein. Après, il peut m'envoyer un mail et puis je lui raconterai l'étape suivante. Merci beaucoup, Jean-Miguel. On va être obligé de s'arrêter. Moi, je retiens une définition que je trouve très performative, l'osium comme disposition humaine qui permet que la liberté se transforme en éthique. Je trouve vraiment cette définition incroyablement utile et transformation. Non, il faut lire le livre et vous la trouverez. C'est une disposition humaine qui permet que la liberté se transforme en éthique. Et donc, dans ce travail qu'on a tous ici d'accompagner des transitions, c'est-à-dire des transformations en leur donnant du sens, cet osium, il est en fait indispensable. C'est un levier pour notre métier qui va nous permettre d'aller dans des transitions au service du bien commun, avec les autres, en écoute des autres. Et donc, je pense que on a cette démonstration, on l'a eu, je crois, dans ces 2 heures d'échange, on l'a dans le livre, que c'est un concept incroyablement important pour nous en particulier qui sommes dans cette quête d'outils de transformation éthique. Et donc, j'espère qu'on vous a donné envie de nous retrouver tous les mois pendant 2 heures. La prochaine séance sera avec Michael Dandrieux, qui est un sociologue de l'imaginaire et qui va, avec Jean-Miguel, dialoguer autour de cet osium en lien avec l'imaginaire collectif, j'imagine. Donc, merci à vous tous, ici et à distance. Merci Jean-Miguel. Merci beaucoup. Merci à vous.